Transport et changement climatique, organisé par Montréal Physiquement Active et le Conseil régional de l'environnement de Montréal. Le Conseil régional de l'environnement de Montréal est un organisme de bienfaisance indépendant qui œuvre à la promotion et au développement durable et à la concerter les partenaires dans toute la région de Montréal. En septembre de chaque année est menée la campagne J'embarque, les rendez-vous de la mobilité durable. J'embarque est une programmation d'activités du Conseil régional de l'environnement de Montréal et de ses partenaires afin de faire rayonner les idées et les acteurs de la mobilité et de l'aménagement durable partout sur le territoire de Montréal. Pour l'édition 2022, le Conseil régional de l'environnement de Montréal remercie ses partenaires mobilisateurs, l'Autorité régionale de transport métropolitain et l'Agence de mobilité durable de Montréal et ses alliés, la Fondation du Grand Montréal et Montréal Physiquement Active. Montréal Physiquement Active est la table de concertation montréalaise référente en matière de mode de vie physiquement actif. Elle est reconnue et soutenue par la province du Québec, la ville de Montréal et la direction régionale de santé publique de la région de Montréal. Cette table de concertation regroupe un réseau de plus de 100 partenaires d'envergure locale, régionale et provinciale. Ces organismes partenaires œuvrent conjointement à favoriser le transport actif, à développer le plein air, à valoriser la pratique sportive et les événements attachés, et à promouvoir le mode de vie physiquement actif sur le territoire afin de soutenir l'adoption d'un mode de vie physiquement actif auprès de la population montréalaise. Ce mode de vie que l'on sait nécessaire à la santé et au bien-être des citoyens. Pour la mise en contexte du panel d'aujourd'hui, il y a une étude parue dans la revue de Sciences qui a révélé récemment que nous sommes sur le point de déclencher des événements climatiques irréversibles, comme la fonte du pergélisol ou l'arrêt de certains courants marins si nous dépassons le réchauffement climatique de 1,5 degré Celsius. Nous sommes actuellement à 1,1 degré Celsius. Déjà, les pratiques sportives et le sport organisé subissent les contre-coups de ces vagues de chaleur qui sont fréquentes et sévères. De la réduction des saisons de patinage extérieur à la diminution de l'enneigement, les activités physiques et sportives doivent s'adapter. Dans les pays riches qui dépassent déjà de loin et depuis longtemps les niveaux soutenables d'émissions de GES, les changements exigés sont importants et vont toucher notamment les comportements et plus spécifiquement la mobilité. Le vélo et la marche, en plus d'être deux modes de déplacement les plus écologiques, sont également des activités physiques par excellence au Québec. Souligné récemment par Lindita Xaferi-Salihu, en charge de la question du sport en faveur de l'action climatique au sein de la Convention 4 des Nations Unies sur les changements climatiques, le milieu sportif, organisation et athlètes peut jouer un rôle significatif dans le combat du changement climatique, notamment dans les besoins en matière de transport public et actif et sur l'approche innovante qu'obligerait à utiliser le moins de transport. L'activité physique et sportive a de nombreux défis à relever, mais elle fait également partie de la solution. Comme organisation de concertation en promotion de l'activité physique et du développement durable, et dans le cadre des rendez-vous de la mobilité durable, nous avons donc envie de vous convier aujourd'hui à une discussion inédite sur la relation entre le transport, le sport et les changements climatiques. Et vous verrez, il y en a en abondance. Pour le déroulement de ce panel d'aujourd'hui, nous aurons un cadre posé par M. Bernard Paquito, chercheur à l'Université de l'UQAM. Nous aurons également un temps d'échange entre les panélistes et un temps de questions du public. Donc, pour développer ce sujet, nous avons aujourd'hui 4 panélistes qui ont accepté l'invitation. Donc, M. Paquito Bernard, qui est professeur agrégé au département des sciences de l'activité physique à l'UQAM et chercheur à l'Institut universitaire de santé mentale à Montréal. Merci de vous joindre à nous pour nous partager le fruit de vos recherches. Madame Magali Brebronne, directrice des programmes de chez Vélo Québec, merci d'être venue pour nous apporter votre expertise en transport actif. Madame Nicole Nobert, qui est directrice du club sportif Montréal
Tennis Montréal, pardon, et Madame Cilia Aïbèche, qui est gestionnaire des opérations au club basketball professionnel l'Alliance de Montréal. Merci, mesdames, d'avoir répondu présentes à notre invitation. Je pense que votre regard de terrain va être particulièrement intéressant sur ce panel aujourd'hui. Nous allons donc commencer avec vous, Monsieur Bernard, dans le cadre de votre présentation sur l'état des lieux des impacts des changements climatiques sur l'activité et de la contribution des pratiques sportives au changement climatique, et notamment à la dépendance de l'automobile et de l'avion. Ok, bonjour à toutes et à tous, merci de l'invitation. Donc aujourd'hui, j'ai une vingtaine de minutes pour aborder avec vous l'état des connaissances sur qu'est-ce qu'on sait des liens entre activité physique, sport et changement climatique. Je vais commencer ma présentation en posant vraiment des informations clés sur les enjeux climatiques. Et puis aussi, avant de démarrer, ce qui est important de retenir, c'est que ce que je vous présente, c'est juste une toute petite partie des travaux qu'on a fait au sein de mon lab, parce que l'activité physique, au final, ça rassemble les activités physiques de loisirs, l'exercice physique, les activités physiques de compétition, les transports, mais aussi l'activité physique au travail, les facteurs, les personnes qui travaillent sur les chantiers notamment. Donc tout ça, c'est un large spectre de l'activité physique, et chaque spectre de l'activité physique est impacté actuellement, et le sera de manière de plus en plus croissante, par les conséquences du changement climatique. Donc, je commence toujours mes présentations sur les enjeux climat avec cette citation du GIEC, qui date déjà de 2014. Sans mesures d'atténuation autres que celles qui existent aujourd'hui, et même si des mesures d'adaptation sont prises, le risque de conséquences graves, généralisées et irréversibles à l'échelle du globe sera élevé à très élevé à la fin du XXIe siècle en raison du réchauffement. Degré de confiance élevé, c'est-à-dire qu'on a un niveau de preuve scientifique très très élevé. Autrement dit, nos enfants, nos petits-enfants vont vivre des conséquences excessivement importantes sur leur vie quotidienne. Et puis, quasiment aux 2 ans, aujourd'hui, on a des alertes. Ici, par exemple, je vous ai mis un imprimé-écran d'une lettre publiée dans une grande revue scientifique signée par 16 000 scientifiques qui alertent la communauté des décideurs sur les enjeux climatiques. Donc, on le sait depuis longtemps. Si on regarde les GES à l'échelle mondiale, ça continue, malgré les efforts qui sont produits, ça continue d'augmenter, même avec le Covid. Pour vous donner une idée, si on voudrait respecter les accords de Paris, il faudrait, si vous voyez la petite inflexion dans la courbe, il faudrait 7 inflexions chaque année. Donc autrement dit, il faudrait un Covid par an pour avoir une réduction de GES en ligne avec les accords de Paris. On en est loin, et à l'échelle mondiale, ça continue de progresser. Hop. Si on regarde ici au Canada, vous avez le Conseil des académies canadiennes qui classe par exemple l'altération de la santé comme une des conséquences les plus graves liées au changement climatique pour les Canadiens d'ici 2040. 2040, c'est demain. Autrement dit, actuellement, le plus gros facteur qui influence et qui va influencer la santé des Canadiens, c'est le changement climatique, et à court terme. Si on regarde le dernier rapport, ici publié en 2002, qui s'intéresse uniquement d'Environnement Canada, uniquement au Québec, je vous ai mis des citations. Les milieux urbains font face à des aléas climatiques croissants. On l'a encore vu cet été, par exemple, avec des inondations plus intenses, plus fréquentes, des phases de chaleur beaucoup plus fortes. Les changements climatiques affectent les régimes hydriques, la disponibilité et la qualité de l'eau. Ça, c'est spécifique pour le Québec, ce qui est paradoxal, parce qu'on pense qu'on est dans une province où l'eau coule à flot, mais on va être exposé de plus en plus à des difficultés d'accès à l'eau, et surtout à une eau de qualité. Et les facteurs de vulnérabilité accroissent les risques pour la santé au changement climatique. Donc les risques pour la santé, ils sont à l'échelle pan-canadienne, et ils sont aussi à l'échelle québécoise. Donc pour faire court, si vraiment je devais résumer mon propos sur les enjeux climatiques, si vous voyez la petite figure à droite de la diapo, on est entre le rouge et le jaune, entre le « oups » et le mot que je ne prononcerai pas parce que je veux rester poli. Maintenant, si on veut un peu une idée de la taille des efforts qu'on doit produire ici au Québec et au Canada. Globalement, si on regarde les accords de Paris qui ont été signés par le Canada, on devrait, à l'échelle mondiale, atteindre environ une empreinte carbone par habitant de 2 tonnes. L'empreinte carbone,
ça représente toutes les GES différentes émises pour un pays, une ville. Donc ça prend aussi, c'est un indicateur imparfait, ça prend aussi les GES liés à l'économie ou à l'industrie, hein, par exemple. Mais c'est un indicateur intéressant pour réfléchir. Aujourd'hui, un Québécois environ, on est à 10 tonnes d'équivalent CO2 par an. Donc ça voudrait dire que si on veut rester sous les 1,5 degrés, on doit diviser par 5 nos émissions de GES, pas dans 10 ans, dans 15 ans, dès demain. Si on regarde à l'échelle du Canada, grosso modo, un Canadien, c'est à peu près 18 tonnes d'équivalent CO2 émis par an. Donc c'est un facteur 9. Je ne sais pas si vous imaginez les efforts et les changements de style de vie que ça impose à l'échelle du Canada et du Québec, mais c'est démentiel. Et en plus, ce qui nous freine, c'est qu'il y a environ une génération entre les émissions et les conséquences négatives de ces émissions. En d'autres termes, actuellement, on est en train de vivre les conséquences négatives des émissions émises par nos parents. D'accord ? Donc c'est nos enfants et nos petits-enfants qui vont payer le prix, et qui payent déjà le prix, de nos émissions actuelles. Je suis vraiment bien pour casser l'ambiance. Donc, c'était simplement quelques diapos pour vous donner une idée des enjeux, des efforts qu'il y a à fournir sur les enjeux climatiques. Et bien sûr, si on s'intéresse aujourd'hui, particulièrement ce matin, à l'activité physique de loisir, à l'activité physique de compétition, puis au transport actif, on se rend compte que c'est un sujet croissant, notamment, par exemple, dans la presse généraliste et dans la presse sportive. On a déjà des numéros des années 2000 qui alertaient sur les inondations dans les stades de baseball en Californie. On a dans la presse francophone aussi des athlètes qui décrivent des symptômes d'éco-anxiété, des athlètes qui mettent fin à leur carrière parce qu'ils se rendent compte qu'ils ont une empreinte carbone excessive. Et puis à l'inverse aussi, on a des informations positives avec des initiatives comme par exemple le réusage de matériel sportif. On a aussi des magazines, ici vous avez le magazine L'Équipe, qui est un magazine sportif français, qui a fait il y a 2 ans maintenant un numéro spécifique sur les enjeux climatiques. On se pose des questions grandissantes, vous l'avez peut-être vu cet été avec le Tour de France, avec notamment l'équipe de soccer française qui prend des jets privés pour faire un trajet qu'on peut faire en train. Donc c'est une thématique qui commence à émerger. Et malheureusement, le sport, tel qu'il est structuré actuellement, n'est pas prêt ou est très peu prêt à prendre en compte les enjeux climatiques. Vous avez notamment, par exemple, en Australie, un rapport qui conseille d'arrêter et de supprimer les commanditaires qui sont liés à la consommation de gaz ou de pétrole. Vous avez WWF qui, par exemple, l'année dernière, a publié un rapport très bien fait, très bien vulgarisé sur quel est l'impact actuel du changement climatique, le changement climatique dans 10 et 20 ans sur la performance. Si vous êtes fan d'un sport, notamment par exemple le marathon, le soccer, le hockey sur glace, etc., c'est des sports qui sont déjà et qui vont être de plus en plus impactés par les enjeux climatiques. On a la BBC, par exemple, qui s'amuse à créer un jeu interactif sur leur site pour savoir d'ici 10, 15, 20, 30 ans le nombre de terrains de soccer qui vont être sous l'eau en fonction de leur position géographique et en fonction des scénarios de gaz à effet de serre. Donc on a beaucoup de données, puis certains journalistes font vraiment du travail intéressant en Europe, notamment sur les enjeux sport et climat. Au Canada, on est encore un petit peu en deçà. On a aussi maintenant des rapports, soit qui sont produits par l'équivalent de fédérations multisportives nationales, comme en Angleterre, ou de fédérations spécifiques, comme par exemple la fédération du cricket en Australie. On a aussi de plus en plus de rapports à l'échelle nationale en Australie sur l'impact aussi du changement climatique sur l'activité physique globale des enfants, le fait de, quand par exemple il fait trop chaud, de supprimer les pratiques de plein air de loisirs. Donc, tout ça nous a amené il y a quelques années à faire une revue de littérature systématique académique. On a travaillé 2 ans et demi là-dessus pour à la fin faire un schéma. Et puis ce schéma, je vous l'ai mis ici sous les yeux. On va prendre le temps de le regarder tranquillement. Ce qui est intéressant de comprendre, vraiment les messages clés, c'est quand on s'intéresse à l'activité physique, au sport, à la mobilité, il y a 3 relations entre
c'est l'activité physique, le sport et le changement climatique. Les conséquences du changement climatique vont venir influencer l'activité physique totale que les gens font, la mobilité, la performance, mais aussi les pratiques sportives, certaines pratiques d'activité physique vont venir amplifier le changement climatique avec des empreintes carbone démesurées. Et puis aussi, ce qui est intéressant, c'est que certains types d'activités physiques sont aussi des outils pour lutter ou s'adapter mieux au changement climatique, notamment l'utilisation des transports actifs dans la potentielle réduction des GES ou de la pollution locale en milieu urbain. On connaît aussi certaines études qui s'intéressent à l'utilisation de l'activité physique pour réduire le stress post-traumatique chez des personnes qui ont été exposées à des ouragans ou à des inondations fréquentes, etc., etc. Donc, je vais simplement aujourd'hui survoler avec vous quelques points clés sur notamment les conséquences du changement climatique. Donc, quelles sont les conséquences du changement climatique, notamment la pollution de l'air, les précipitations plus intenses, plus fréquentes, des catastrophes naturelles plus intenses et plus fréquentes, et l'augmentation de la température moyenne, ou alors des pics de température sur différents types d'activités physiques. Je vous ai mis quelques exemples, on va voir ensemble quelques exemples. Si on s'intéresse à la température moyenne, globalement, si monsieur et madame tout le monde qui s'intéresse au changement climatique de très très loin, au final, augmenter d'1 ou 2 degrés, c'est pas si pire que ça sera plus facile pour moi de prendre une marche l'hiver ou d'aller fumer ma cigarette sur le balcon, il fera un petit peu moins froid. Sauf que c'est un petit peu plus compliqué si vous regardez les projections de changement de température maximale, notamment à travers les États-Unis. Déjà, ça varie énormément en fonction de la géographie. Ce qu'il faut retenir, c'est que la modification des températures moyennes va vraiment très négativement impacter l'activité physique l'été. Notamment, ça va être de plus en plus compliqué de faire un effort, de courir, de performer, de se déplacer en utilisant son corps. Et puis l'hiver, bien sûr, les températures risquent d'être un peu plus douces en fonction de là où on habite, notamment ici, on va dire, nous qui sommes frontaliers du Vermont, mais ça va être couplé avec une plus grosse fréquence de gel-dégel et d'inondations. Donc si les infrastructures ne sont pas prêtes, ça va aussi impacter négativement les pratiques d'activité physique, de loisirs, de compétition et puis aussi dans la mobilité. Si on s'intéresse à quelque chose beaucoup plus près de nous, par exemple, le fait de patiner pour le loisir. Il y a des études qui ont été faites à travers le Canada, qui ont été faites sur le canal Rideau à Ottawa, aussi dans les parcs ici à Montréal. Globalement, dans un scénario de gaz à effet de serre qu'on appelle business as usual, le scénario qu'on suit actuellement, c'est-à-dire il n'y a pas de réduction drastique des émissions de gaz à effet de serre, il faut quasiment faire une croix d'ici 2030-2040 sur le fait de pouvoir patiner en extérieur. Pourquoi ? Parce qu'il va y avoir une augmentation des précipitations. Il va toujours faire froid, mais il va y avoir beaucoup plus de gel-dégel. Donc ça va être beaucoup plus compliqué d'avoir des infrastructures sécuritaires pour la pratique de loisirs, notamment du patin. Et on a même des études qui vont un peu plus loin, qui nous montrent que, en fait, on va réduire le nombre d'heures annuelles de pratique de patin, de loisirs pour les enfants. Et eux, ils anticipent le fait que, grosso modo, le niveau de performance et d'habileté au hockey sur glace dans le nord des États-Unis et puis notamment au Canada va diminuer parce que simplement les enfants vont faire moins de hockey pour leurs loisirs et on pense que le niveau de la NHL devrait baisser parce que le niveau de base du hockey va être plus faible. Donc ici, c'est des exemples qui nous concernent. Si on ne change rien, on met une croix sur le patin. Je vous invite à regarder déjà au canal Rideau les gros efforts financiers et humains que fait la ville d'Ottawa pour qu'il y ait de la glace déjà maintenant. Si on s'intéresse notamment aux températures extrêmes, ici vous avez un dessin de à quoi va ressembler, plus c'est rouge, plus le nombre de jours par an où il est interdit de s'entraîner en extérieur selon le Collège américain de médecine du sport va être élevé. Ça, c'est en 2040 dans un scénario d'émissions de gaz à effet de serre, business as usual. Donc globalement, si on pourrait dire, bon, ça ne nous concerne pas vraiment, mais imaginez le nombre de pratiquants qui vont faire des stages l'été et qui s'entraînent aux États-Unis, dans le sud des États-Unis, parce qu'il fait trop froid, il y a de la neige, etc. Par exemple, l'impact ici. Donc, ça va être vraiment, ça va avoir une contrainte énorme sur les pratiquants de haut niveau. Je vous ai mis ici le petit dessin des ouvriers. Ça va avoir aussi un impact énorme sur les personnes qui travaillent en extérieur. On pourrait dire, bon, c'est pas grave, ils pourront travailler de nuit. Non, parce que la fréquence et l'intensité des nuits qu'on dit tropicales, où en fait la température ne redescend pas, va aussi être beaucoup plus importante.
Si on s'intéresse aux températures extrêmes, ici, j'ai fait un schéma très simplifié. Il y a une étude qu'on aime beaucoup dans notre lab qui s'intéresse au Bixi, l'équivalent des Bixi à New York, puis sont amusés en théorie à modéliser les liens entre la fréquence d'utilisation des Bixi à New York ou la distance parcourue. Globalement, c'est toujours le même genre de schéma. Ça monte au-delà de 0 degré. La fréquence ou la distance parcourue en Bixi à New York augmente, et aux alentours de 28 à 32 degrés, elle chute drastiquement, parce que souvent c'est en plus couplé à de l'humidité. Donc on diminue l'utilisation de ces Bixi-là. On a à peu près le même pattern pour la marche, et puis il y a d'autres études qui s'intéressent aux utilisateurs de vélos, pas nécessairement de vélos partagés, et on se rend compte que ce point de bascule, où les gens arrêtent drastiquement d'utiliser le vélo pour se déplacer, il est beaucoup plus précoce chez les personnes qui ont une maladie chronique, chez les personnes d'un âge avancé, ou chez les personnes avec un embonpoint. C'est dommage parce que c'est 3 catégories de personnes qui ont le plus de bénéfices à avoir un niveau d'activité physique relativement élevé. Ce point de décalage-là, on les connaît quasiment pour à peu près 40 à 50 villes partout dans le monde. Bien sûr, il varie. Le point de décalage de température n'est pas le même en Inde ou à Abu Dhabi et puis en Pologne. Quand on s'intéresse aux relations entre la pollution de l'air et l'activité physique, on a une quantité astronomique de littérature qui nous montre que globalement, à chaque fois qu'on augmente d'une unité la pollution de l'air en milieu urbain, on augmente d'1%, 1,5%, le pourcentage de gens qui ont un niveau d'activité physique en deçà des recommandations. D'accord ? Il y a un schéma cohérent, que ce soit des études nord-américaines, en Europe, en Asie du Sud-Est. On a aussi un nombre croissant, on est en train de travailler plus particulièrement là-dessus en ce moment, sur l'impact de la pollution de l'air sur la performance sportive. On a notamment un nombre intéressant d'études qui montrent la réduction des performances au marathon en contexte de haute concentration d'ozone. On a des études actuellement qui s'intéressent au comportement des joueurs de soccer de haut niveau, notamment lorsqu'ils jouent en pollution, dans un contexte très pollué. Et pour l'anecdote, par exemple, vous avez plus de chances de gagner si votre stade est dans un contexte pollué et que les gens qui jouent contre vous viennent jouer chez vous et qu'eux vivent dans une ville beaucoup moins polluée. Parce que physiologiquement, ils ne sont pas adaptés à faire un effort dans un contexte pollué. Et à chaque fois, aussi, ce qu'on se rend compte, notamment les études chez les marathoniens ou chez les demi-marathons, c'est que c'est les athlètes amateurs qui sont plus victimes de la pollution de l'air, qui abandonnent plus, qui font des moins bonnes performances, parce que physiologiquement, ils sont moins prêts à faire un effort dans un contexte environnemental détérioré. Et puis, il peut y avoir une combinaison de certains facteurs. Les catastrophes naturelles, rappelez-vous les feux de forêt en Alberta il y a quelques années. On a certaines études, notamment en Oregon et aussi en Californie, qui nous montrent que quand des villes sont à une courte distance de feux de forêt importants, ça dégage un smog, une pollution très importante. Et quand on regarde les données, notamment des compteurs à vélo, ou les données des compteurs de piétons dans ces villes-là, l'exposition à un feu de forêt et à une augmentation locale de la pollution de l'air ou du smog impacte sévèrement l'utilisation du vélo ou de la marche pour se déplacer dans ces grandes villes. On sait aussi que le fait d'être exposé à des catastrophes naturelles au cours de sa vie diminue son niveau d'activité physique en général. On sait aussi, notamment dans les pays d'Asie du Sud-Est, qui vivent de plus en plus des inondations, notamment peu importantes, mais très fréquentes. Imaginez si chaque semaine, vous auriez une inondation de 10 à 15 cm dans la rue, donc vous pouvez vous déplacer, mais l'exposition chronique à ces inondations impacte négativement votre niveau d'activité physique, notamment vos déplacements en marche. Ce qui est très important, très intéressant aussi, c'est que les clubs professionnels, les associations sportives locales, mais aussi les départements universitaires d'activité physique, sont des ressources très intéressantes dans les post-désastres pour les communautés. Aussi bien dans le soutien social, on a pu le voir notamment après Katrina à la Nouvelle-Orléans, mais aussi dans le soutien matériel. Vous avez par exemple des compétitions de vélo cargo qui sont organisées un peu partout aux États-Unis, où vous avez des communautés d'utilisateurs de vélo cargo qui s'entraînent à pouvoir par exemple transporter des charges lourdes pour aller livrer des médicaments à des gens qui sont coupés au niveau de l'électricité ou des routes ou des choses comme ça. Donc le sport amateur, le sport professionnel a un rôle à jouer dans le contexte post-catastrophe. Là, je vous ai un petit peu brossé l'état des connaissances de l'impact des conséquences du changement climatique sur divers types d'activités physiques et sportives.
Maintenant, on pense à l'envers. Vous voyez en haut à droite, vous avez le petit bus ici, qui représente un petit peu les pratiquants de sport, aussi bien les pratiquants élites que les pratiquants amateurs. Puis on va regarder quels sont leurs impacts sur l'amplification du changement climatique. Globalement, ici, sur le schéma que vous avez, chaque trait horizontal représente, grosso modo, l'empreinte carbone d'un individu qui habite dans ces pays-là. Donc, pas de surprise, hein, le Canada est parmi les pires pays au monde pour l'empreinte carbone par habitant. Et puis ensuite, en dessous, vous avez les petites barres bleues avec le drapeau allemand qui représentent des études qui sont intéressées à quelle est l'empreinte carbone des pratiquants de loisirs qui ont une activité physique liée collective, un sport collectif, un sport de nature ou un sport individuel. Globalement, vous voyez que ce sont les sports de nature qui ont une empreinte carbone les plus importantes, proche de 2 tonnes. Et puis si on regarde le top 3 des pires sports chez les Allemands qui ont participé à cette étude-là, vous avez la plongée, le golf et le surf. Vous voyez, petite anecdote, hein, ils représentent simplement les déplacements uniquement liés à leur pratique physique, représentent déjà 2 tonnes. 2 tonnes, je vous rappelle, c'est ce qu'on doit atteindre si on est en lien avec les accords de Paris. Donc c'est simplement, l'empreinte carbone ici est simplement due au type de transport qu'ils utilisent pour se déplacer. Ils font des longs voyages, hein, des treks à l'autre bout de la planète pour pouvoir surfer la vague X ou Y. Si on s'intéresse plus près de nous, ici au Canada, sont intéressés à l'empreinte carbone annuelle d'un joueur de hockey qui joue en Ligue AAA. Alors je fais semblant de m'y connaître au hockey, mais j'y connais absolument rien. Je sais juste que c'est mieux en AAA qu'en A tout court. Globalement, c'est déjà 0,76. Donc imaginez, si vous êtes un joueur adolescent qui veut respecter les accords de Paris, bah vous avez plus d'un quart de votre empreinte annuelle qui est due simplement au déplacement pour jouer. Juste au déplacement. Et si vous jouez dans une division un peu moins forte, c'est une demi-tonne de CO2 par an. Donc on voit qu'il y a un lien très fort entre le niveau de performance et l'empreinte annuelle liée au transport. Si on s'intéresse maintenant aux athlètes de haut niveau, alors là c'est totalement démentiel. Si vous regardez par exemple quelqu'un qui fait les championnats de ski alpin mondiaux annuels, il a une empreinte carbone à peu près de 42 tonnes. Un pilote de F1 au-delà de 50 tonnes annuelles, et c'est majoritairement pas dû à l'essence brûlée pendant les courses, hein, c'est dû au transport notamment. Et puis un joueur de première ligue de soccer, j'aime bien cet exemple, c'est quasiment 30 tonnes annuelles par an. Hein, la première ligue, c'est en Angleterre, hein, donc ça ne concerne même pas l'Écosse, c'est tout petit. Vous avez une équipe par an qui prend le train pour aller faire une game de soccer. Vous voyez, c'est tout petit, petit, petit. Et malgré ça, ils arrivent à 30 tonnes par an. Encore une fois, je vous rappelle, on devrait avoir des joueurs de soccer, même professionnels, qui ne dépassent pas les 2. Donc globalement, si on veut répondre aux enjeux climatiques dans le domaine des activités physiques, des transports, de l'activité physique en haute performance, il y a des changements structurels à faire, il y a des changements sociaux, et puis il y a des changements personnels à réaliser pour pouvoir réduire notre empreinte carbone annuelle et puis commencer à réduire drastiquement nos GES. Les questions qu'on peut se poser, si on est une entreprise ou une association dans le milieu du sport, c'est comment, comme association, comme mairie, comme arrondissement qui gère des infrastructures sportives, qui gère des infrastructures liées à la mobilité active, comment je peux anticiper, planifier et intégrer les enjeux climatiques. Vous avez un exemple, par exemple, d'une station de ski en France qui va encore avoir de la neige pour 15 à 20 ans, mais qui, dès aujourd'hui, ferme ses remontées mécaniques et change de business model parce qu'elle anticipe déjà que dans 20 ans, elle n'aura plus de neige. Vérifier aussi et réviser les enjeux liés aux commanditaires. Est-ce que j'accepte ou non d'avoir des commanditaires de type Petro-Canada? Réviser le modèle de formation et de gestion des entraîneurs. Par exemple, est-ce qu'un entraîneur connaît les limites dans lesquelles on peut entraîner en termes de chaleur et d'humidité? Il y a des modifications systémiques, je vous en montrerai une tout à l'heure, des modifications aussi symboliques. Hein. Il n'y a rien de plus efficace que, imaginez, je ne sais pas, le joueur de soccer Mbappé qui prendrait le train à grande vitesse pour aller jouer à une game de soccer à moins de 2 heures de Paris. Ça aurait beaucoup plus d'impact qu'un petit universitaire qui fait une présentation sur le changement climatique. D'accord, donc il y a beaucoup de choses à anticiper. Éviter le greenwashing, l'éco-blanchiment. Malheureusement, dans le sport de haut niveau, on en voit énormément. Penser aux travailleurs, leurs conditions de travail dans le milieu de l'industrie.
et puis anticiper les enjeux d'assurance, les enjeux financiers, les enjeux de droit, avec des compétitions qui vont être abolies pour des conséquences liées au changement climatique. Ici, un exemple très concret, vous avez une étude qui a été faite notamment par un chercheur qui s'est intéressé à l'empreinte carbone de la NHL en temps normal, donc le dessin que vous avez tout en haut, et puis durant le Covid. Si vous vous rappelez, durant le Covid, cette ligue a été réorganisée pour faire des tournois, d'accord, où les équipes étaient en fait enfermées localement pour faire des tournois. Et bien, simplement avec ce changement d'organisation, il y a eu le même nombre de matchs, ou un peu moins, ça dépend des organisations, mais globalement, on a eu du même plaisir à le regarder, avec une organisation totalement différente, et on a réussi à réduire l'empreinte carbone de 22 à 33%. Donc ici, on a un changement systémique qui correspond aux enjeux climatiques. Et puis, à l'échelle d'une organisation provinciale, des organisations provinciales, locales ou sportives, on peut travailler sur les comportements qui comptent, c'est-à-dire le transport, l'alimentation et le réemploi du matériel. Pourquoi je parle ici de comportements qui comptent? Parce que l'erreur qu'on fait toutes et tous, c'est de se concentrer sur des comportements qui sont faciles à changer. Du type, j'utilise des gobelets recyclables au lieu de gobelets jetables. C'est bien pour le symbole, mais en termes de GES, en termes d'analyse de cycle de vie, c'est vraiment pas très intéressant. Donc on ne met pas les efforts au bon endroit. Et puis, il y a un catalyseur aussi. Imaginez tous les gens qui sont intéressés par les enjeux sportifs, que ce soit vous et moi, sportifs du dimanche, ou les gens qui regardent des émissions de sportifs de 1h30 quotidiennes. D'accord ? Donc, le sport est aussi une super plateforme pour faire de l'éducation sur les enjeux climatiques. Notamment, il y a des initiatives qui existent en Europe, comme notamment des ateliers qui s'appellent la fresque du sport, la fresque de la mobilité. On voit aussi des initiatives naître avec, par exemple, des clubs de tennis qui ont des bornes de recharge pour des vélos à assistance électrique, etc. etc. Voilà, c'était un bref survol des états de la connaissance sur l'activité physique et les enjeux climatiques. Si ça vous intéresse, on a fait une série d'infographies qui sont libres de droit, qui sont en 8 langues différentes, que vous pouvez télécharger à ce lien-là. Ce sont des infographies qui résument un petit peu ce dont j'ai parlé aujourd'hui. N'hésitez pas à les partager, à les utiliser sur les réseaux sociaux, il n'y a pas de problème, c'est fait pour ça. Et puis si vous êtes vraiment voulez approfondir le sujet, vous avez en français un texte libre de droit qui fait 3 pages, et puis en anglais 12 ou 15 pages, et puis des articles de vulgarisation scientifique sur les enjeux. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Bernard, pour cette présentation. J'irai à chaud poser la question à nos panélistes. Là, comment vous prenez cette présentation? Qu'est-ce que ça suscite chez vous? Est-ce que quelqu'un veut commencer? Je me lancerai peut-être. Moi, je vois comme un grand appel à la sobriété, en fait. Puis je pense que le sport, avec toutes les belles valeurs qu'il est censé véhiculer, a peut-être connu certaines dérives. Et on devrait peut-être se rappeler pourquoi on fait du sport, les valeurs qu'on veut véhiculer avec ça. Et puis je pense qu'il y a peut-être aussi une priorisation à faire du modèle très athlétique ou élitiste, et de le ramener peut-être à un niveau plus individuel. Qu'est-ce que les gens ont à gagner à faire de l'activité physique? Et puis peut-être aussi décloisonner ou se rappeler que l'activité physique, puis je pense que Paquito l'a bien expliqué, l'activité physique, ce n'est pas que le sport, ça peut être aussi tout ce qui nous encourage à bouger au quotidien, le design actif, tout ce qui va faire qu'on va prendre plaisir ou qu'on va peut-être même pas se rendre compte qu'on est en train de bouger. On cite souvent l'exemple des usagers de transport collectif qui font énormément de pas dans une journée sans même s'en rendre compte. Donc tous ces éléments qu'on peut changer dans nos milieux de vie pour être actifs, pour se déplacer, pour atteindre les cibles théoriques là, d'activité physique quotidienne recommandée, ça peut se faire de multiples façons, mais je pense que collectivement, on doit aussi vraiment se donner les outils pour bien le faire. Parfait, merci. Madame Nobert? Bien, merci d'abord pour cette belle présentation. Ça nous a donné de l'information en 20 minutes qui, pour nous, c'est pas très usagé d'entendre parler d'environnement. Nous, au tennis, ça commence, cette réflexion. Ça fait pas très longtemps, mais je pense qu'on vient d'emboîter le pas pour un long terme, parce qu'à voir ce qu'on vient de voir, en tout cas, du moins personnellement, je pense que oui, tout ça apporte à réflexion, mais le sport est pas très souvent demandé à ce sujet. C'est la première fois, du moins, qu'on est approché dans ce sens. Et puis,
du moins nous, on apprécie beaucoup parce qu'on en fait partie, mais on n'en parle pas souvent. Et je pense que cette présentation nous a bien, en tout cas, du moins pour nous, ça va nous aider pour le futur. Merci. Madame Aibech? Je partage votre opinion. Dans le fond, c'est sûr qu'en tant que club sportif, on ne réalise pas à quel point on a une influence directe là, sur la société, sur la communauté. Donc, d'utiliser notre visibilité peut être un avantage justement pour encourager et promouvoir l'activité physique, que ce soit pour le déplacement à nos matchs, par exemple, ou en tant qu'employés nous-mêmes dans notre pratique. Parfait. Mais comme je le disais en introduction, les déplacements actifs, la marche, le vélo sont des activités sportives les plus pratiquées par les Québécois et les Québécoises. Puis ce sont également des transports, donc on l'a vu dans la présentation de M. Bernard, décarbonés par excellence. Je m'adresserai à Mme Beubron et à M. Bernard. Comment peut-on favoriser comme moyen d'accélérer à des lieux de pratique sportive, d'une part, et d'autre part, protéger les conséquences du changement climatique par rapport justement à la mise en place de transports actifs ou collectifs? Comment ça peut se faire? Je pense que ça passe beaucoup par les environnements. Donc, de créer des environnements favorables au déplacement actif, c'est le nerf de la guerre. Quand on voit qu'on a encore des quartiers, ici sur l'île de Montréal, on a fait des plans de déplacement scolaire pour de nombreux arrondissements. Et quand notre première recommandation, ça doit être ajouter donc des trottoirs, on comprend qu'on a beaucoup de chemin à faire et que la ville est encore beaucoup pensée en fonction de l'automobile. Puis je pense à certaines occasions ratées, par exemple le boulevard Papineau, le long du parc Frédéric-Bach, qui a été refait il y a quelques années. C'est magnifique, c'est exemplaire. On a prévu la gestion des eaux pluviales, on a fait des grands trottoirs. On a complètement oublié de mettre une piste cyclable. Vous prenez aussi le boulevard Henri Bourassa qui a été... on a transformé une autoroute en boulevard urbain. C'est une route qui fait 100 mètres de large avec un parc enclavé entre 4-5 voies de circulation d'un bord, 4-5 voies de circulation de l'autre bord. Puis là aussi, on n'a pas trouvé le moyen de mettre une piste cyclable. C'est vraiment des occasions ratées, puis c'est déplorable parce qu'on va vivre avec ces routes-là telles qu'elles ont été conçues pour les 10, 20, 30, certainement pas 10, 20, 30 prochaines années. Donc, chaque occasion de refaire une rue devrait être une occasion de se préoccuper de la convivialité des déplacements à pied et à vélo. Ça passe également par le déneigement, parce que c'est l'argument qu'on nous amène toujours. On nous dit toujours le vélo, c'est pas réaliste parce qu'on a un hiver au Québec. Mais ça aussi, c'est pas une fatalité. Nous, ce qu'on mesure, on fait une étude quinquennale, l'état du vélo, puis en 2020, on mesurait que la saison moyenne de vélo était de l'ordre de 5 mois. C'était déjà 2 semaines de plus qu'en 2015. Donc, on sait que les Québécois font du vélo de plus en plus longtemps, puis on sait aussi que ceux qui font du vélo pour se déplacer vont être à vélo plus longtemps que ceux qui en font uniquement pour le loisir. Donc, on passe de 4,6 mois pour ceux qui en font uniquement pour le loisir à 5,4 mois pour ceux qui l'utilisent vraiment pour se déplacer. Et on estimait qu'il y avait à peu près 190 000 Québécois qui utilisaient leur vélo entre le mois de décembre et le mois de mars. Et ce qu'on sait notamment, c'est que ce qui va déterminer la capacité ou l'envie des gens à prendre leur vélo un petit peu plus longtemps, c'est même pas les précipitations, c'est pas le froid, parce que les Québécois sont habitués à bien s'habiller pour aller pratiquer le ski de fond, etc. C'est essentiellement les conditions de surface, donc les infrastructures. Encore une fois, l'environnement va être garant des habitudes de déplacement des gens. Puis, l'autre chose que j'aimerais amener, c'est qu'on parle de transport actif, mais le transport actif, il va main dans la main avec le transport collectif, puis il ne faut jamais le voir en silo. C'est-à-dire que si on arrive à combiner efficacement les déplacements à pied, à vélo, avec les déplacements en transport en commun, que ce soit les bus, que ce soit les trains, etc., on vient de décupler le potentiel de se passer de son auto. Et moi, je trouve un petit peu regrettable que quand on est un amateur de plein air au Québec, en gros, ça prend une voiture pour mettre son vélo, par exemple, dessus, puis sortir de la ville. D'une part, parce qu'on n'a pas de lieu de pratique, par exemple, de vélo de montagne sur l'île de Montréal, alors qu'on a des milliers d'adeptes. Alors ça veut dire que typiquement, quelqu'un qui apprécie le vélo de montagne, pour ne prendre qu'un exemple que je connais, est condamné à sortir de la ville de Montréal, de l'île de Montréal, ou à illégalement aller sur le Mont-Royal, ce qu'on n'encourage pas puisque c'est illégal. Mais ça vous donne un bon exemple de
du problème qu'on a. Mettre son vélo dans un bus, sur un bus, dans un train, actuellement, c'est quasiment impossible. On a très peu d'options. On a quelques trains de banlieue qui sont pensés vraiment uniquement pour des déplacements pendulaires vers le centre-ville le matin et hors du centre-ville le soir. Puis la fin de semaine, bonne chance. On a Via Rail qui a arrêté son service pour prendre les vélos à bord des trains avec la pandémie, je vous dirais avec le prétexte de la pandémie. Puis là, on attend un renouvellement de flotte pour peut-être en 2024-2025 pouvoir reprendre son vélo à bord. Alors tout ça, c'est vraiment regrettable. Il existe quelques services de navette, mais très, très peu. Donc, de mieux combiner l'intermodalité, là, de pouvoir mettre aussi au quotidien son vélo sur un bus, ben, ça changerait la donne parce qu'on est toujours en train de penser à l'exception. Oui, mais s'il fait mauvais, si j'ai une crevaison, est-ce que je vais pouvoir rentrer? Mais si on avait, comme dans beaucoup d'autres villes, des supports à vélo sur les bus, ben, on saurait qu'en cas de souci, on pourrait combiner, on pourrait mettre notre vélo sur un bus. On ne serait pas pris avec des horaires où le métro n'autorise les vélos à bord que en dehors des heures de pointe. Eh bien, ça nous permettrait de beaucoup mieux combiner tout ça. Alors, voilà peut-être quelques éléments de réponse déjà sur comment on pourrait se déplacer plus activement vers nos lieux de sport et de loisirs. Parfait, merci beaucoup. Donc, je note mise en place d'environnements favorables dans un contexte global, une vue d'ensemble, et puis l'amélioration de l'intermodalité. Donc, transport actif, transport collectif. Merci beaucoup. Monsieur Bernard, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose ? J'adhère à 8000% à ce qui vient d'être dit sur la modification des infrastructures. On sait aussi que si on s'intéresse au changement, soit à l'échelle organisationnelle d'un groupe ou d'individus, c'est beaucoup plus efficace quand l'environnement est favorable à ce changement. Ce n'est pas une grande révélation, mais il y a des données là-dessus. Quand on regarde au comportement, sur les comportements qui comptent à l'échelle individuelle ou à l'échelle d'un foyer, le premier, c'est la réduction de l'utilisation de l'avion, la réduction de l'utilisation de la voiture. Le plus simple, c'est la réduction de l'avion. Ai-je besoin si je suis un gros fan des centres de ski, d'aller dans les Alpes ou dans l'Ouest canadien pour avoir plus de plaisir à faire du ski? C'est discutable. Ensuite, les enjeux liés à la pratique, à la réduction de l'utilisation de la voiture, très facile à dire, quand, comme moi, on habite sur l'île de Montréal, puis il y a des infrastructures, puis j'ai quand même un métro. Beaucoup plus compliqué à réduire l'utilisation de sa voiture pour mes amis qui habitent à Thetford Mines. Donc, il y a des enjeux là-dessus. En termes individuels aussi, un des gros enjeux qui touche les foyers, les athlètes de haut niveau, les athlètes du dimanche comme moi, c'est les enjeux liés à l'alimentation. C'est vraiment important. Le comportement individuel le plus payant, c'est la réduction de la consommation des protéines carnées. Je ne suis pas en train de dire, attention, tout le monde doit devenir vegan, etc. Mais si on regarde les données probantes, en gros, si vous voulez faire un seul effort à titre individuel, c'est réduire l'utilisation de la voiture et réduire la fréquence à laquelle on mange de la viande, ou manger plus souvent de la viande blanche que de la viande rouge. Et ça, dans les plateformes que sont les organisations sportives, que sont l'industrie du sport, ça peut être vraiment des gros catalyseurs de comment je peux m'entraîner, comment je peux faire de la préparation physique, de l'hypertrophie musculaire, avec des protéines non carnées, par exemple. Et ça marchera encore mieux si mon athlète préféré d'Alliance Montréal, que je suis sur les réseaux sociaux, je ne sais pas, il poste sur TikTok ou je ne sais quoi, c'est quoi sa recette favorite pour faire des steaks de haricots. Vous voyez, je caricature un petit peu, mais ça a un impact symbolique vraiment important. Et puis le dernier, plutôt au niveau organisationnel, je pense que l'industrie du sport, notamment par la lumière qu'ils ont sur eux, ça devrait être des organisations qui promeuvent et qui soutiennent des changements au niveau organisationnel au Québec ou au Canada. Si on regarde simplement un seul exemple très facile à comprendre, on a globalement 70 à 80% des Canadiens qui vivent sur une ligne de 100 km de large entre Québec et Windsor. Imaginez un train à grande vitesse là-dessus. On pourrait vraiment réduire l'utilisation de la fréquence d'avion, simplement pour voyager entre Montréal et Québec. Et puis, on pourrait appeler ça le train de la Ligue du basket, la Ligue du hockey, et puis tous les stades le long ou les centres sportifs ou les clubs le long de cette ligne-là pourraient compétitionner entre eux parce qu'ils se déplaceraient à très grande vitesse entre les stades. Donc ça aurait symboliquement aussi des effets structurants très forts. Et malheureusement, les organisations sportives et ou les athlètes de haut niveau, on les entend encore trop peu là-dessus.
Merci beaucoup, Monsieur Bernard. Donc, il y a, de ce que je comprends de votre intervention, un travail à faire sur le comportement aussi, collectif, mais également individuel, dans lequel je note les clubs sportifs pourraient jouer un rôle. Je m'adresserai à Madame Nobert et Madame Haibech. J'aimerais savoir, moi, comment de votre côté vous mettez en place, ou vous souhaitez mettre en place le déplacement actif auprès de vos pratiquants, mais également auprès de vos spectateurs. Et puis, je sais que c'est dans les débuts, au balbutiement là, de vos réflexions, pour en avoir un peu discuté avec vous en préparation de ce panel-là. Mais est-ce que vous pourriez aussi nous détailler un petit peu les obstacles, les questionnements que vous avez par rapport à ce sujet-là? Oui, bien sûr. Alors, nous, c'est tout récent. On a commencé à réfléchir en janvier 2021. On a quelqu'un au sein de notre conseil d'administration qui est spécialisé en environnement, qui a apporté au sein de notre CA cette proposition de se doter d'une politique de développement durable. Alors, évidemment, ça va à petits pas. On a dû évidemment reprendre au niveau sportif à cause de la pandémie et la pratique sportive. Alors, on a mis un petit peu de côté le dossier, mais il n'est pas gelé, il continue. On est à mettre en place plutôt de la collaboration, mais surtout d'aller chercher de l'information auprès des partenaires, entre autres la Ville de Montréal qui est déjà avancée à ce niveau, d'aller chercher aussi auprès de nos membres. Parce qu'évidemment, à Tennis Montréal, on a une base de données d'au moins 35 000 participants, ce qui fait qu'il y a sûrement quelqu'un là-dedans qui s'y intéresse. Et lors de notre dernière Assemblée générale, on a posé la question. En vain, on n'a pas eu de proposition. Alors, on se dit, il faut chercher ailleurs, on va aller voir auprès de nos partenaires. En tout cas, bref, on va aller chercher de l'information pour pouvoir se doter un peu de comment on pourrait fonctionner. Et par la suite, bien évidemment, on va se faire une feuille de route, mais on a quand même réfléchi à quelques pistes de réflexion, entre autres de s'approvisionner de façon responsable, c'est-à-dire de bien prévoir le matériel qu'on aura utilisé dans la prochaine année, par exemple. En ce qui nous concerne, le produit qui est peut-être le plus employé, bien, ce sont évidemment les balles de tennis. Puis vous savez qu'on ne fait pas grand-chose après. Leur deuxième vie s'en va souvent vers les pattes de chaise dans les écoles, où on a beau essayer de reprendre ces balles-là et faire quoi que ce soit avec, il n'y a pas beaucoup de choses qu'on peut faire. Il n'y a qu'une seule compagnie qu'on a trouvée, et elle se trouve aux États-Unis, où on divise la partie caoutchoutée et la peluche en fait, la partie caoutchoutée devient un tapis multisport et la peluche devient plutôt pour faire des coussins ou quoi que ce soit. Mais ici, au Canada, il n'y en a pas. Alors, il faut trouver le moyen d'envoyer nos balles là-bas. Il y a sûrement une autre façon de faire et c'est ce qu'on cherche et ce qu'on essaie de pouvoir faire. On veut bien s'associer avec cette compagnie, mais il y a beaucoup d'embûches. D'abord, il faut l'entreposer, ce matériel, et ainsi de suite. Alors, on est à voir, est-ce qu'on ne pourrait pas trouver une piste de solution pour pouvoir rendre ça beaucoup plus efficace. Réduire la quantité de matière résiduelle, ben c'est tout ce qui s'appelle le boîte de balles et tout ça. On s'entend que ça aussi, c'est très polluant. Favoriser l'efficacité énergétique du transport durable. Ben, il y a une chose qui est importante dans notre situation, c'est qu'on œuvre partout à Montréal. Il y a beaucoup de parcs à Montréal, donc on est capable de faire une offre de service pour que le citoyen puisse aller prendre son cours ou sa ligue tout près de chez lui. Alors, la première chose qu'on demande aux gens lorsqu'ils communiquent avec nous, c'est bien sûr de savoir dans quel quartier, dans quel arrondissement ils habitent. Ensuite, lui proposer une activité, ce qui fait que ben, les jeunes viennent tous à leur cours en vélo, à pied, les adultes se déplacent. Là où on voit un peu plus d'obligation de changer de quartier, si on peut dire, c'est lorsque vous êtes plus avancé. Mais là, vous êtes prêt à vous déplacer d'un quartier à l'autre parce que vous devez trouver peut-être un groupe qui correspond plus à vos attentes. Ça ne veut pas dire qu'il y a des hauts niveaux dans tous les quartiers à Montréal, mais très souvent sont concentrés dans 3 ou 4 arrondissements. Et plus on augmente, évidemment, au niveau du calibre, plus on augmente au niveau du niveau de jeu,
bien évidemment, les déplacements commencent à rentrer en ligne de compte quand on parle de compétition, quand on parle de tournois, quand on parle de championnat, parce que nous, on commence avec les enfants de 3 ans, mais ça va jusqu'à la haute performance pour faire des tournois internationaux. Alors évidemment, le spectre est très grand. D'être un employeur responsable, ben, c'est effectivement de trouver, c'est à nous à trouver aussi les solutions pour notre équipe. On s'entend que quand il fait 40 degrés sur un terrain de tennis, on est obligé évidemment de ralentir, mais l'enfant vient par exemple 1 heure, mais l'entraîneur, lui, est sur le terrain de 9 h le matin à 4 h l'après-midi. Il faut trouver des moyens pour éviter les coups de chaleur, éviter toutes les conséquences qui sont graves à travailler à cette température. S'impliquer socialement, mais c'est ce qu'on commence à faire, en commençant par ici. Alors, on veut s'impliquer, c'est positif, c'est le mot d'ordre que mon conseil d'administration nous a donné, et agir de manière éthique. Et là, comme je vous dis, on est à l'étude à voir comment nous, on va mettre cette pratique-là dans le jour à jour, minute après minute, alors pour s'impliquer plus facilement. Alors, je pense que dans les prochains mois, ça sera effectivement... Nous, dans la période automne-hiver, on réfléchit beaucoup plus que dans la période estivale où c'est la grosse saison. Alors, on est à pouvoir travailler dans ce sens-là et on est là pour, je pense, longtemps. Merci de votre écoute. Merci. Et puis j'irai avec un petit peu plus de questions, si vous me permettez, parce que donc on comprend que Tennis Montréal est en train de réfléchir, de commencer à mettre déjà les premières lignes donc, de cette politique de développement durable dont vous nous parlez, avec un projet pilote, donc les balles de tennis. J'ai cru comprendre, par exemple, vous êtes sur le même espace, par exemple, que Tennis Canada. C'est ça. Je sais qu'à leur niveau, il y a déjà des démarches en lien avec le transport actif et le transport collectif pour valoriser ce type de transport dans le cadre, par exemple, des compétitions avec la possibilité, en ayant le ticket du match, de pouvoir accéder au transport collectif ou de tarifer les espaces de stationnement pour... favoriser également transport actif, transport collectif. Est-ce que c'est des choses sur lesquelles vous avez un regard quelque chose, est-ce que c'est des initiatives qui pourraient vous inspirer justement pour élaborer la phase concernant le déplacement dans votre politique? Oui, quand je parlais tantôt de partenaires, bien évidemment, Tennis Canada et Tennis Québec et Tennis Montréal, on est tous installés au stade IGA. C'est assez facile de discuter ensemble. Là. On sort dans le corridor puis on se parle. Oui, effectivement, au niveau de la compétition, je ne sais pas si vous connaissez tout l'environnement et le développement qu'il y a eu au niveau immobilier au Parc Jarry, mais avant, il y a une dizaine d'années, lorsqu'on avait maintenant l'Omnium, il y avait des stationnements tout autour. On louait les espaces dans les bâtiments ou quoi que ce soit pour pouvoir avoir le plus de stationnement possible pour que les 23 000 personnes qui venaient puissent avoir leur place. Et maintenant, comme c'est bâti, il y a des condos partout, bien, au lieu d'avoir des stationnements de voitures, bien, on a un gros stationnement de vélos. Alors, sur le site, lorsqu'il y a évidemment l'Omnium. On a aussi les billets, évidemment, le billet qui vous permet de venir assister. Bien, elle vous donne accès gratuitement au transport en commun. Et ça, évidemment, bien, ça a changé la donne parce que bien, on a évité tous ces stationnements, puis avec toutes les vignettes à droite et à gauche autour du parc, il n'y a pas de place pour stationner. Alors, d'office, la mentalité a changé, et même les personnes qui étaient les plus mordues à venir en voiture, bien, aujourd'hui, ils viennent sans problème. On a parlé un petit peu, pour vous relancer, quand on a parlé un peu d'alimentation, à Tennis Québec, ils font la tournée dans les écoles pour faire de l'initiation au niveau des enfants, surtout au primaire. Et ils se sont dotés aussi d'une formation au niveau de l'alimentation. C'est assez récent, ça fait que quelques années.
Évidemment, ils ont cru bon de faire de l'initiation en activité physique, mais aussi de relier tout ça à l'alimentation. Et ça, c'est assez récent dans nos approches, parce que généralement, quand on va dans les écoles, parce que nous aussi, on fait la tournée des écoles, très souvent, on fait l'activité physique, c'est nous qui nous déplaçons. Alors, c'est un entraîneur qui se déplace versus avant, on recevait les enfants au stade pour pouvoir justement les initier. Alors maintenant, on va dans les écoles dans le cadre du cours d'éducation physique, ce qui fait que le jeune est initié de la même façon et on réussit à passer aussi une raquette dans les mains de plus d'enfants possible. Parfait, merci. J'ai répondu à votre question. Oui, j'entends qu'il y a... vous êtes au début, hein, donc oui. Il n'y a rien qui est inscrit pour l'instant. Vous êtes en phase de réflexion, mais j'entends qu'il y a quand même un regard sur qu'est-ce qui se passe autour de vous, qu'est-ce qui est fait auprès de vos partenaires sur différents niveaux territoriaux dans la pratique du tennis. Donc on sera bien sûr bien intéressé de voir un petit peu comment évolue votre réflexion, notamment là en ce qui concerne notre activité d'aujourd'hui sur le transport actif et collectif. Merci. Merci beaucoup. Mais je continuerai avec vous, Madame Aebech. Comment ça se passe chez Alliance pour la réflexion, la mise en place de balises pour favoriser le transport actif et collectif dans votre pratique? Oui, alors en fait, je vais juste vous mettre en contexte. Premièrement, l'Alliance de Montréal, c'est une équipe de basket professionnelle qui joue durant l'été. Donc, on ne joue pas à l'année longue. On est vraiment, notre saison est de fin mai à début août. Et on a environ 20 matchs au total, donc 10 à l'extérieur et 10 à domicile. Notre gros avantage est qu'on joue à l'auditorium de Verdun. Donc, l'auditorium est situé juste à côté de plusieurs moyens de transport. Donc, il y a les autobus, il y a des stations de Bixi autour, il y a une piste cyclable juste en arrière de l'auditorium, il y a même une station de métro juste à côté. Donc, on n'a pas d'excuse pourquoi les gens devraient se déplacer en voiture. Notre idée initiale était d'installer une station Bixi juste en face de l'auditorium pour justement que les partisans puissent se déplacer en Bixi et vraiment pas avoir à se soucier de où est-ce qu'ils vont stationner le vélo. Évidemment, c'est pas une décision qui m'appartient. Il y a plusieurs intervenants dans ce genre de scénario. Alors malheureusement, pour des ressources financières et pour la prise de décision qui n'est pas la mienne, on a dû mettre de côté cette solution. Notre deuxième idée était d'offrir un service de valet vélo. Donc, on voulait vraiment avoir des stations de vélo, puis avoir un espace alloué à ça et qu'il y ait un organisme communautaire qui s'occuperait de gérer le service, dans le fond. Donc, tous les revenus seraient à cet organisme communautaire. Mais évidemment, on n'avait pas trouvé d'organismes intéressés. Donc, par manque de ressources humaines, par manque de ressources physiques, on n'a pas pu aller de l'avant avec cette solution. Évidemment, ça, c'est quand même une solution qu'on aimerait établir pour l'année prochaine. Donc, on est dans les démarches en ce moment. Pardonnez-moi. Donc, ça, c'est pour plus les partisans. Si on pense à nos joueurs, donc, on a réalisé cet été, l'année 2022, c'était notre première saison à vie, donc on a réalisé des choses durant l'été que peut-être qu'on ne va pas instaurer l'année prochaine. Donc, par exemple, cet été, les joueurs avaient une séance de préparation physique le matin à un centre de performance qui est situé à Rosemont. Et l'après-midi, ils avaient une pratique à l'auditorium de Verdun. Donc, en une journée, ils se déplaçaient 4 fois. Donc, aller-retour et ensuite un autre aller-retour. Donc, juste de centraliser, dans le fond, la séance de préparation physique et leur pratique dans le même endroit serait une solution pour l'année prochaine pour justement réduire le déplacement qu'ils vont faire. Et de plus, on aimerait aussi, c'est sûr qu'il y a une question de partenaires, donc on aimerait ça s'associer à des partenaires qui puissent partager notre vision et qu'on puisse associer nos forces. Donc, si, exemple, on trouve un partenariat d'autobus, je ne sais pas moi, un autobus électrique ou que dans la Ligue au Canada complet, on puisse avoir une entente avec des trains, c'est sûr que ça serait idéal comparativement à des autobus ou des autobus à gaz ou des avions là, à travers le Canada. Donc voilà pour nos solutions à nous. C'est sûr qu'on est encore dans la réflexion, mais on essaie de prendre le plus d'informations possible pour justement s'améliorer pour l'année prochaine.
Merci. Donc on voit quand même que malgré cette première année, il y a quand même des choses qui ont été testées avec plus ou moins de succès. Ce qui m'amène à ma prochaine question, en fait. Puis je me tourne vers vous, Madame Beubron, et puis Monsieur Bernard. Puis bien sûr que, Mesdames, vous pouvez aussi alimenter la conversation. Donc, par rapport aux enjeux, aux démarches qui débutent pour les clubs sportifs qu'on a autour de la table, quels seraient les outils, les initiatives qui pourraient permettre au milieu sportif, puis là, milieu sportif montréalais, de faire face aux enjeux des changements climatiques et puis de favoriser le déplacement actif. Donc on l'a dit, il y a une démarche qui est faite auprès de leurs pratiquants, mais aussi auprès de leurs athlètes. Ce qui peut être fait, si on regarde, il y a des initiatives en Europe sur les partisans, sur les clubs de sport locaux, mais aussi à l'échelle plutôt régionale et puis nationale. Il y a des clubs, par exemple, il y a des plateformes qui développent des sortes d'applications où on peut jouer sur l'aspect j'aime la compétition chez les partisans, et puis ils vont proposer, par exemple, toute une série de solutions en formant des équipes initialement. Donc on imagine que dans les partisans de l'Alliance, ils font des équipes entre amis, entre chums, et puis via cette application qui est soutenue par Alliance, ils ont plein de conseils pour changer leur alimentation, leur transport, mais aussi d'autres choses plus symboliques. Et puis à la fin de la saison, il y a un classement des équipes de partisans qui ont réduit le plus leur empreinte, et puis en avant-match, on les fait venir sur le parquet, si j'adapte au basket, mais c'est pour donner des idées. Mais il y a des initiatives comme ça qui existent dans le milieu du soccer, notamment en Angleterre, où ils utilisent en fait toute la culture sportive et la culture de compétition pour essayer de faire du changement et d'aller plus loin que simplement raisonner à l'échelle de la pratique sportive. Il y a aussi des initiatives, je vous ai mis le logo, comme notamment une association qui est en train de passer en mode entrepreneurial, qui s'appelle France Football Écologie, ou dans d'autres termes, qui offre en même temps un service de conseil aux fédérations, aux clubs, donc un service professionnel, et qui font aussi beaucoup de formations auprès des athlètes, des bénévoles. Il ne faut pas oublier que dans les fédérations, les bénévoles ont une place énorme, sont très écoutés, sont des catalyseurs, et aussi auprès des professionnels. Donc c'est des initiatives comme ça qui touchent, et ils touchent le soccer qui en Europe est l'équivalent du hockey ici en termes d'impact culturel. Donc ils touchent des athlètes, on va dire, de ligue de 2e ou 3e ligue, jusque vraiment monsieur et madame tout le monde qui va jouer au soccer le dimanche. Donc il y a vraiment des initiatives-là qui peuvent être intéressantes pour des Canadiens, mais il y a surtout au Québec, on a tout à inventer, puis on a tout à créer. Et ce qu'on oublie souvent aussi, ça a été souligné par ma collègue, c'est l'hiver. Je suis vraiment toujours étonné à chaque fois quand on parle de mobilité, quand on parle de pratique sportive. C'est comme si on oubliait que pendant 6 mois, il faisait froid ici, et puis qu'il y a très peu de choses qui sont notamment développées sur la mobilité l'hiver, notamment simplement des endroits pour stocker ses affaires. Je ne vous parle même pas du nombre de racks de vélos. Si on prend simplement l'exemple à l'UQAM, ici en face, les racks de vélo ne sont pas protégés. On sait, un des premiers indicateurs de l'utilisation du vélo, 3 saisons et demie, c'est le fait que ton vélo ne soit pas recouvert d'eau et de glace en permanence quand tu l'utilises fin octobre, fin novembre. Donc il y a plein de solutions comme ça. Puis pour le Québec et le Canada, il y a du business à faire. Il ne faut pas voir aussi les enjeux climatiques comme simplement des contraintes. Il y a de l'argent. On a l'exemple, par exemple, des balles de tennis. Il y a des entreprises en Europe, ils utilisent les balles de tennis pour faire des terrains de soccer artificiels, par exemple. Il y a des entreprises qui ont lancé des services d'autopartage. Donc les fédérations et les clubs payent ce service-là, puis ça gère automatiquement tout l'autopartage entre les athlètes, entre les parents. Donc ça libère du temps pour les parents, puis ça, ils vont vraiment être contents de passer moins de temps sur la route. Et puis aussi, ils ont vendu ce service-là pour des partisans. Donc ça, c'est de l'argent à se faire, puis c'est win-win, c'est gagnant-gagnant. Donc il ne faut vraiment pas avoir peur. Puis le dernier point aussi, c'est pour les industriels du sport, c'est de se rendre compte aussi qu'il y a des changements générationnels sur les enjeux climatiques. Il n'y a qu'à voir le nombre de personnes qu'il y avait la semaine dernière sur la manifestation contre le climat. Et puis pour l'industrie du sport, pour les fédérations du sport qui ont du mal à capter
des gens pour qu'ils viennent dans leur fédé, à les garder une fois qu'ils ont une pratique de loisir, eh ben, montrer que les enjeux climatiques sont des enjeux pris au sérieux dans leur club local, dans leur fédération ou dans leur industrie, c'est aussi s'ouvrir à un nouveau bassin de pratiquants, un nouveau bassin une nouvelle génération de partisans aussi. Donc, il ne faut pas avoir peur d'être à l'initiative sur ces enjeux-là. Merci. Madame Bebroine. Oui, ben, je vous dirais, un des aspects dont on n'a pas beaucoup parlé, c'est comment... Par exemple, au niveau du vélo, le fat bike ou le vélo à pneus surdimensionnés, comme l'OQLF préfère qu'on en parle, c'est devenu par exemple une mesure d'atténuation ou d'adaptation en fait au changement climatique. On sait que les stations de ski québécoises ont de plus en plus de mal à avoir des conditions de neige satisfaisantes. Et puis on peut penser aussi en fait ski de fond en grande partie. On a vu le nombre de centres qui font de la location et qui entretiennent des sentiers de vélos à pneus surdimensionnés en hiver exploser. Pourquoi ? Parce que ça devient une nouvelle offre et ça devient un produit alternatif qu'on peut proposer à nos participants ou à nos visiteurs quand les conditions ne sont pas assez bonnes pour faire du ski de fond. Alors, c'est un des effets malheureux des changements climatiques, mais il y a parfois des opportunités à saisir en fait pour rediriger toute cette énergie-là et cette volonté-là, puis en faire un atout touristique de proposer une nouvelle offre. À la question de savoir comment les fédérations sportives, les clubs, etc. peuvent jouer leur rôle pour promouvoir les transports actifs, nous, on a un programme qui s'appelle la certification vélo sympathique, le mouvement vélo sympathique, qui s'adresse en fait à l'ensemble des employeurs et qui encourage les employeurs à déposer une candidature et à évaluer les actions qu'ils mènent pour rendre leur milieu de travail exemplaire et propice au vélo. Et ça passe par des éléments physiques, donc effectivement la présence de stationnement vélo sécurisé, de stationnement vélo accessible en hiver. Je pense que aussi vous avez peut-être déjà l'avantage d'avoir des douches et des casiers, ce qui facilite pour les pratiquants, les gens qui viennent à vélo, la possibilité de se changer et puis d'arriver frais et dispo au travail après un effort physique. Mais ça passe aussi par toutes les autres initiatives. Donc on parle de l'éducation, on parle de l'encouragement, on parle aussi de l'évaluation, se doter vraiment d'un plan pour promouvoir tout ça. Donc c'est d'être exemplaire comme employeur et de réfléchir aussi à tous les incitatifs qu'on met en place, parce qu'il y a tout un tas d'incitatifs cachés à l'usage de l'automobile. Si vous offrez un stationnement gratuit à votre lieu de travail aux employés qui arrivent à vélo, c'est une subvention cachée à l'utilisation du vélo, et on sait à quel point la disponibilité du stationnement est un prédicteur énorme de l'utilisation de l'auto pour se déplacer vers le vélo. Donc si vous avez ce genre de politique et si vous n'avez pas un équivalent, on appelle ça des parking cash-out ou des incitatifs pour l'utilisation des transports collectifs ou du transport actif, même dans le cadre des fonctions professionnelles. Je vous donne un exemple. Chez Vélo Québec, un employé qui se déplace pour les besoins de son travail va pouvoir se faire rembourser son kilométrage au même taux s'il le fait à vélo que s'il s'était déplacé en auto. Alors ça, c'est un exemple. On a également une allocation mensuelle de transport actif ou collectif. Donc les gens qui viennent majoritairement en transport actif et collectif ont un petit montant mensuel. Donc, on a vu ça beaucoup se développer en Europe, en fait, avec les indemnités kilométriques ou ce qui est devenu, en fait, les forfaits mobilité. On a, par exemple, un double standard actuellement qui fait que, justement, l'utilisation d'un stationnement, c'est un avantage non imposable. Mais par contre, si vous offrez une allocation pour le transport actif, actuellement, c'est un avantage imposable. Alors, nous, on fait nos représentations pour que ça change au niveau fiscal. Mais c'est tout des éléments. Les employeurs ont à y gagner. Entretenir et mettre à disposition du stationnement, c'est extrêmement coûteux pour une organisation. Alors de revoir ces modes de fonctionnement-là, bien entendu, ça fait partie de la solution. Merci. Je ne sais pas si, mesdames, vous avez quelque chose à ajouter ou... J'ai beaucoup aimé l'aspect un peu plus de l'employeur, comment l'employeur peut s'impliquer justement là-dedans. Je pense que c'est vraiment important en tant qu'organisation de penser à ces pratiques à l'interne avant de même penser à l'externe. Donc, c'est sûr que c'est quelque chose que je peux noter et partager, justement. Je pense qu'évidemment, c'est important aussi de voir à quel point, on l'a dit un peu plus tôt, les sports, on n'était pas vraiment conscient de l'impact qu'on avait vraiment, donc de vraiment plus prendre les pratiques
faites ailleurs, de voir un peu qu'est-ce que... Là, vous me parliez de ce qui est pratiqué en Europe ou qu'est-ce que vous faites à Vélo Québec. Donc, de prendre un peu les exemples qui sont déjà faits et de les utiliser comme inspiration pour qu'on puisse les faire nous-mêmes. Ça, je pense que c'est quelque chose que je peux retenir de cette discussion, définitivement. Madame Nobert. Oui, mais alors, nous, de notre côté, pour un petit peu enlever tout ce monde-là sur la route, avant, on faisait les réunions d'entraîneurs au stade. Donc, les 45 entraîneurs se déplaçaient, apportaient le matériel dans les parcs et le rapportaient à la fin de l'année. Alors là, on a fait l'inverse. On fait toutes nos réunions en Zoom et j'ai une personne qui fait la tournée de parc. Alors, elle prend le matériel au début de saison. Pendant la saison, elle en ramasse, elle renfloue les paniers et tout. Puis à la fin, elle ramasse tout le matériel et on entrepose tout ça au stade. Alors, ça fait peut-être un petit geste, mais on s'est aperçu qu'effectivement, d'abord, nous, on a les 3/4 d'entraîneurs qui n'ont pas de voiture. Ça voulait dire prendre la voiture du parent ou un ami ou quoi que ce soit. Alors, ça devenait aussi, mais j'ai pas de voiture, je peux pas apporter le matériel. Bien, ce qui faisait que, de toute manière, il fallait se présenter au parc. Alors, ça faisait beaucoup de déplacements inutiles. Alors, ça a été une des solutions qu'on a apportées depuis quelques années. C'est ces petites choses-là qu'on va mettre de l'avant et qu'on va en trouver d'autres. Bien sûr. Je pense que c'est petit à petit qu'on va pouvoir travailler sur quelque chose de plus global au niveau de la mise en place de politiques de développement durable dans le cadre sportif. Donc là, moi, j'ai noté quand même pas mal d'initiatives soulevées par nos experts. Donc on a parlé d'applications, on a parlé de programmes, on a parlé aussi de la possibilité de créer une nouvelle offre, donc de l'attractivité aussi dans la mise en place d'une pratique qui inclurait la lutte contre le changement climatique, mais également la possibilité aussi de pouvoir dégager des bénéfices, à pouvoir prendre le problème à bras-le-corps. Et puis également, M. Bernard soulevait la nécessité, puis la possibilité d'être fédérateur. Puis moi, c'est sur un point de vue personnel, là, c'est ce qui me transcende pas mal là, en tant qu'ancienne sportive. Je pense qu'il y a un rôle à jouer effectivement sur ce plan-là pour les clubs sportifs, mais je me permettrai, avant de passer aux questions des spectateurs, de pouvoir donc du coup glisser sur notre dernière question du panel. Si on devait faire un petit peu une conclusion de tout ce qu'on a vu depuis 10 heures, quels sont les rôles finalement que les clubs sportifs pourraient jouer pour lutter contre les changements climatiques? Et puis, là, on a parlé d'adoption de modes de vie physiquement actifs, on a parlé aussi de transport actif et collectif. Donc voilà, un petit mot de conclusion là, sur ce rôle-là et sur cette interaction-là entre le changement climatique et puis le rôle des acteurs sportifs. Oui ? Je vais peut-être aborder un aspect qu'on n'a pas beaucoup abordé jusqu'à présent, c'est la localisation même des lieux de pratique. Je connais des gens qui disent le meilleur plan de transport est un bon plan d'urbanisme. Et donc, la localisation même des lieux. Un stade situé proche d'un métro sera toujours supérieur à un stade entouré de maires de stationnement. Ça va être plus beau, ça va être plus grand, on aura moins de contraintes d'espace, il ne faudra peut-être pas décontaminer les sols, etc. Mais de vraiment penser à s'implanter dans des milieux où il y a déjà une proximité, où il y a déjà des services publics, parce que c'est trop facile pour certains employeurs d'aller chercher le terrain qui est moins cher, on construit tout, puis après on se plaint qu'il n'y a pas de service public, qu'il n'y a pas de transport collectif, puis là on demande à la collectivité de déployer tous les services pour permettre à nos employeurs, notre public, nos visiteurs de nous rendre visite. Mais c'est un petit peu le monde à l'envers. Donc il y a toujours une responsabilité. Puis c'est vrai pour les écoles, c'est vrai pour les SAQ, c'est vrai pour tous ces lieux de service-là, de bien réfléchir à la localisation de nos lieux et d'aller à des endroits qui sont déjà bien desservis ou qui ont une certaine densification pour ne pas être prisonnier de l'auto et ne pas avoir comme seul moyen de se rendre sur place l'auto. Je pense que c'est vraiment un élément à ne jamais oublier. Merci.
Pour répondre à la question, en fait, je pense que les clubs sportifs, on voit clairement qu'on doit agir comme des leaders en ce moment. C'est sûr qu'on a un impact direct sur la société, sur la communauté, de par notre visibilité dans les médias. Donc, définitivement, ce qu'on voit sur nous, ça peut être justement un incitatif ou une motivation pour certains de pratiquer nos pratiques. Par exemple, l'Alliance de Montréal, oui, on est une équipe professionnelle de basketball, mais à l'année longue, on veut s'impliquer le plus possible dans la communauté. Donc, c'est justement d'aller dans les écoles, de développer le basketball, de promouvoir l'activité physique et, entre autres, on peut ajouter à ça le développement durable dans nos pratiques, justement, pour encourager et promouvoir le déplacement. Faut aussi penser aux partenaires avec qui on s'associe, donc d'avoir des partenaires qui partagent la vision et qui peuvent, dans le fond, qu'il y ait un échange de services qui est similaire à ce que l'on recherche. C'est sûr que les partenaires jouent un rôle important dans nos pratiques et aussi on peut essayer de trouver des incitatifs ou des avantages pour que les gens puissent se déplacer plus en vélo ou à pied. Donc, par exemple, là, je dis n'importe quoi parce que je ne sais pas vraiment comment on pourrait faire, mais si on donne un avantage de plus aux partisans s'ils viennent en vélo, qu'il y ait un rabais de 20 % par exemple sur notre marchandise cette journée-là, ou qu'il y ait des billets gratuits qui courent la chance de participer à un concours. Donc, c'est sûr qu'il y a peut-être plus d'incitatifs pour eux d'utiliser le vélo. Surtout sachant que notre stationnement est limité puis que c'est plus difficile pour eux de stationner. Donc, je pense que si on offre des avantages en espérant que ce soit une pratique qui soit plus routinière et non juste que ce ne soit pas juste l'incitatif qui les motive, mais qu'il y ait une sorte de motivation pour eux, peut-être que ça peut être une solution là, à court terme qui éventuellement deviendrait quelque chose à long terme. Merci. Madame Nobert? Oui, alors nous, le tennis, vous savez, ça n'a pas été bâti hier. Dans les années 65-70, au moment où il y avait les métros qui étaient déjà installés, on a eu des gens qui étaient très au fait et ils ont bâti justement les terrains de tennis près des installations au niveau des métros. Et à ce moment-là, et je pense qu'aujourd'hui, on en bénéficie. On ne peut pas penser, nous, qu'il va y avoir de nouvelles structures, parce qu'ouvrir des terrains de tennis à Montréal, il faudrait faire ça sur un 2e ou un 3e étage, parce qu'au sol, il n'y a plus d'espace. Alors, il faut exploiter ce que nous avons. Alors, au moins, on a cet avantage d'être placé partout à Montréal. Je vous dirais, pour un dernier point, on a parlé de climat, mais en ce qui nous concerne, je pourrais vous dire qu'il y a 15 ans à peu près, on maximisait la programmation du mois de mai au mois de août, alors que le mois de septembre était un peu moins beau, alors que maintenant, on essaie d'éviter à tout prix le mois de mai et on s'en va jusqu'à la fin septembre parce que le mois de septembre, maintenant, est un des plus beaux mois de l'été et pour la pratique, entre autres, du tennis, bien, c'est très intéressant. Alors, il faut changer un peu cette façon de voir. Alors qu'avant, les enfants étaient sur les terrains toute la journée sans problème. Maintenant, entre 2 heures et 4 heures, bien, on commence à penser qu'est-ce qu'on pourrait faire de différent. Est-ce qu'on va pas peut-être privilégier de faire plus de groupes le matin, éviter d'en faire un peu en après-midi parce que c'est vraiment pas agréable. Et puis une dernière chose, avant, on programmait par exemple 3 semaines d'activité, 1 semaine de reprise de pluie. Cette année, on a dû reprendre des cours du mois de mai au mois d'août. Alors, en quelque part, on n'est plus capable de fournir la reprise. Évidemment, la personne, elle ne veut pas être remboursée. Ce qu'elle veut jouer au tennis, elle veut son cours, elle veut sa ligue, elle veut son tournoi. Et là, on est dans une période très courte où on dit une activité qui dure au mois de mai, juin, juillet, août. Quand est-ce qu'on va reprendre quand il va pleuvoir? Alors, ça, c'est toutes des choses sur lesquelles il va falloir penser, qu'on a déjà amorcé à faire des changements. Mais je pense que les changements vont devenir de plus en plus importants. Puis ça va faire partie d'un facteur, à savoir, est-ce qu'il va falloir réduire la portion de session normale versus qu'est-ce qu'on va faire pour reprendre en raison de la pluie ou même de la chaleur. Parce que pour la première fois, depuis que Tennis Montréal existe, puis ça fait quand même 40 ans, on a dû annuler des journées d'activité, ce qui ne s'est jamais produit en raison du fait qu'il faisait soleil. Alors que pour nous, le soleil, c'est important qu'il soit là, parce que la pluie, nous, on ne peut pas
on ne peut rien faire. C'est arrêté. Alors, pour moi, aujourd'hui, il y a beaucoup de prise de conscience, beaucoup d'informations que je suis venue chercher et je pense qu'on a du travail pour longtemps. Merci, Madame Nobert. Monsieur Bernard? Moi, je veux vraiment souligner que je vais jouer vraiment le rôle du bad guy, mais on s'en va vers des contraintes énergétiques de plus en plus importantes. Les conséquences du changement climatique, elles sont de plus en plus imprévues, de plus en plus intenses, de plus en plus fréquentes. D'accord ? Ce qui est vraiment important de faire, le message que je veux passer, que ce soit pour bouger à vélo, pour jouer avec son chum au tennis ou pour performer à haut niveau, il y a des performances, aussi bien à l'échelle individuelle, amateur ou professionnelle, qui risquent de ne plus être reproductibles à la vue du changement de l'environnement. Donc aujourd'hui, la mobilité, les pratiques sportives, c'est une course contre la montre face aux enjeux climatiques. C'est plus le temps d'utiliser des gobelets recyclables et de faire de la compensation carbone. La compensation carbone, ça ne sert à rien. Il n'y a pas de bénéfices là-dessus. Donc il faut changer d'un point de vue individuel, organisationnel et systémique nos pratiques de mobilité et nos pratiques d'activité physique de loisirs ou de compétition. Sinon, ce qui nous pend au nez, c'est que certaines mobilités ou certaines pratiques vont tout simplement disparaître. Merci. Bonne journée. Merci, Monsieur Bernard. Écoutez, il va être temps de pouvoir passer aux questions du public. Je vois qu'il y en a quelques-unes déjà. Donc, merci Madame Touveni et merci aux panélistes pour cette vraiment belle discussion. J'aimerais maintenant passer la parole au public. Merci beaucoup pour ces très intéressantes discussions. Je crois voir venir un écueil qu'on n'a pas encore abordé. Je crois que la meilleure façon de l'illustrer, c'est, on voit par exemple qu'on propose de remplacer du ski à l'extérieur par des centres de ski intérieurs, qui sont bien sûr des aberrations énergétiques. On voit des propositions comme ça justement en France pour pallier à la fermeture de centres de ski de basse altitude. On voit aussi des stades de foot climatisés. Donc, en fait, on a des sports qui sont nés dans certaines conditions climatiques, souvent à l'extérieur, et qu'on imagine que pour pouvoir les poursuivre, il faudrait pouvoir les amener souvent à l'intérieur, bref, pallier aux défauts climatiques avec un surplus d'énergie. Donc, quel est votre avis là-dessus? Comment vous voyez l'avenir ou comment est-ce que vous voyez que ce serait possible d'éviter une telle situation? Si je peux faire une réponse assez courte, ces projets, ils existent parce qu'il y a de l'argent pour ça. Il n'y a pas de contraintes législatives là-dessus. Et les projets alternatifs, comme par exemple la station de Métabief dans le Jura, eux, ils ont beaucoup moins de ressources. Donc, la responsabilité, elle est, à mon avis, au niveau politique. On peut prendre un exemple totalement imaginaire par exemple, d'un club, d'une ligue professionnelle d'un sport très connu nord-américain qui voudrait en même temps faire des compétitions à Montréal et en même temps faire des compétitions dans le sud des États-Unis. Si vous voyez de quoi je parle, c'est un projet où on nous vendait le fait que les partisans vont pouvoir venir à Montréal, voyager, visiter Montréal. Les partisans montréalais vont pouvoir aller dans... C'est un projet imaginaire et c'est un projet du XXe siècle. Donc, il faut des choix politiques et malheureusement, aujourd'hui, quand on regarde les politiques sportives, moi, je suis toujours très étonné qu'elles sont encore drivées par notamment souvent des anciens athlètes. J'ai rien contre les anciens athlètes, mais on a besoin de gens formés, de gens qui connaissent les données, de gens des sciences politiques qui drivent l'économie du sport de haut niveau ou l'économie, on va dire, de l'industrie sportive touristique. Ce n'est pas encore le cas. Est-ce que l'une d'entre vous voudrait rajouter quelque chose? Je pense que ça vient toucher aussi au fait la façon dont on mesure le succès. Je vais vous donner un exemple. C'est en fait tout le prisme du tourisme et les fameuses retombées économiques. Pourquoi est-ce qu'encore à Montréal, on accueille la Formule 1 et qu'on
estime comme société que c'est souhaitable d'accueillir le Grand Prix de Formule 1 parce que ça apporte des nuitées de l'extérieur. Qui dit nuitées de l'extérieur veut dire des gens qui ont voyagé, donc ça veut dire des gens qui viennent de très loin avec des bilans carbone déplorables. On a vu aussi le simple fait, les participants, la petite courbe de la Formule 1 sur le bilan carbone de la Formule 1, sans même parler des autres conséquences sociales qu'on connaît malheureusement trop bien. Si on continue à mesurer le succès et à octroyer les subventions sur la base des nuitées et puis des visites de l'extérieur, mais malheureusement, c'est ce genre d'excès qu'on va continuer à encourager. Alors, encore une fois, je pense que c'est une question de sobriété. Il y a, à l'inverse, beaucoup à développer au niveau du tourisme durable et responsable. Nous, on pense faire partie de la solution quand on propose des voyages à vélo au Québec, lents, qui permettent aux Québécois de découvrir leur région québécoise, de consommer dans des régions touristiques québécoises, de le faire à vélo, de le faire lentement. Et c'est peut-être plus ce genre d'impact économique et de retombées qu'on devrait valoriser pour éviter ce genre d'excès où on fait à tout prix une activité qui est vouée à disparaître. Vous vouliez rajouter quelque chose? Oui, j'ajouterais en fait que je pense que les gens voient ça plus à court terme qu'à long terme. Donc, comment résoudre la situation? C'est en s'installant à l'intérieur pour continuer à pratiquer le plus tôt possible et le plus rapidement possible. Je pense que la réflexion n'est pas assez poussée à long terme ou quel effet les sports ont vraiment à long terme sur le réchauffement climatique. Fait que je pense qu'il faut vraiment... au lieu de penser à juste s'ajuster, il faut voir le long terme et pousser notre réflexion un peu plus loin sur nos pratiques, en fait. Madame Nobert, puis Madame Beubron, Non, allez-y. Alors, ça me fait penser à un projet que présentement Tennis Canada a dans ses livres. Dans les années 80, il y avait énormément de clubs de tennis intérieur qui se sont fermés au fur et à mesure que le tennis a pris une petite pente descendante. Mais vous connaissez l'engouement présentement du tennis à travers le monde, spécialement au Canada, parce qu'on a de bons résultats. Et là, on commence à avoir cette pression de réouvrir. Alors, évidemment, ces clubs-là qui sont devenus toutes sortes de commerces et autres, Tennis Canada est très au fait et est en train, évidemment, de développer et d'encourager ouvrir des terrains intérieurs, mais pas tels que nous les connaissons avec des bâtiments, mais avec des bulles, c'est-à-dire de couvrir les terrains de tennis extérieur déjà existants. Présentement, il y a déjà un projet qui est en cours à Waterloo qui vont définitivement ouvrir des terrains de tennis existants et ils vont devenir annuels. La pression du fait que les gens veulent avoir la pratique annuellement, parce qu'on s'entend que le tennis, c'est du mois de mai au mois de septembre, est tellement important qu'à travers le Canada, on va voir des bulles émerger partout. En Ontario, c'est déjà une pratique très courante. Nous, on a essayé par le passé. Malheureusement, elle tombait tout le temps, mais là, je pense qu'on a trouvé le produit, on a trouvé les matériaux, puis on a trouvé la façon de faire. Alors, et donc, les bâtiments en dur comme on les connaît, les stades tels qu'on les connaissait, c'est pratique presque plus courante. Alors, c'est un peu le changement qu'on va voir dans le futur avec le tennis au niveau pratique plutôt, je dirais, récréative que haute performance. Merci, Madame Nobert. Madame Beubron? Je voulais peut-être rajouter sur la question des lieux de pratique intérieurs. Je pense que quand on parle de recréer de la neige à l'intérieur ou des choses comme ça, on est complètement dans l'excès. Mais à l'inverse, je pense que ça peut aussi être une solution justement pour éviter les déplacements des équipes et notamment des équipes de haut niveau. Je pense en particulier, par exemple, au cyclodrome qui sera inauguré dans 2 jours au Centre national de cyclisme de Bromont, qui est une grande fierté pour cet organisme-là et qui, en plus, combine vraiment des terrains multisports et un usage très communautaire de ce lieu-là. Ça, je pense que c'est le genre de programme ou de projet
qu'on souhaite voir davantage. Pourquoi? Parce que ça veut dire que certains athlètes qui s'entraînent ne seront plus contraints de partir justement dans le sud pour s'entraîner pendant la belle saison, mais pourront le faire ici même, à domicile, et pourront développer et rester en lien avec leur communauté. Et puis ça ouvre cette pratique sportive-là à d'autres niveaux. Donc, il y a certains bons côtés dans certains projets, mais c'est peut-être ça qu'il faut regarder. Donc, je pense qu'il y a aussi une question d'analyse de cycle de vie, quelque part. Qu'est-ce qui va nous éviter des déplacements, mesurer les GES des déplacements versus les GES occasionnés par l'alimentation énergétique de ces bâtiments-là. Des experts pourraient peut-être nous dire dans quel cas c'est une bonne idée, dans quel cas c'est une très mauvaise idée. Pour compléter aussi sur la question qui a été posée, il y a un point aveugle sur ces enjeux-là de projets pharaoniques, c'est leur traitement médiatique et la faible ou l'absence quasiment de formation des journalistes dans le milieu du sport sur les enjeux climat. Si vous prenez le temps de regarder un programme d'une radio privée, d'une radio publique, de la télévision publique ou privée, et où vous vous dites, imaginez si 0,5% ou 1% du temps dédié au hockey, au basket, à n'importe quel sport, à l'antenne ou à la radio, on parlerait de temps en temps de changement climatique, on aurait un aspect éducatif exceptionnel. Si on parle des stations couvertes en France, qui ont été couvertes par les médias, quand on regarde leur traitement médiatique, on interroge les gens qui expliquent que c'est quand même contraignant. Ça fait du bien de pouvoir skier l'été, mais c'est quand même contraignant parce que avant je rangeais mes affaires dans mon placard l'hiver. Enfin, c'est un traitement médiatique ahurissant. Quand j'enseigne à l'université aux étudiants les enjeux climat, activité physique, mon premier cours, je commence par un imprimé-écran d'un journal de plein air au Québec qui vante l'originalité et l'intérêt de pouvoir se faire héliporter au sommet de certains monts au Québec pour faire du vélo de montagne sur des pistes sur lesquelles jamais personne n'est passé. Ça vient. Donc, le traitement médiatique, il est du sport, changement climatique, mobilité, changement climatique, dans les médias catégorie sport. Si vous regardez la presse, on en parle, c'est jamais le journaliste sport qui parle des enjeux climat. C'est toujours le journalisme climat. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question? Un peu dans cette foulée de questions-là. Je comprends à vous écouter qu'il y a peut-être besoin d'outils pour le milieu sportif, soit compétitif ou même associatif, pour d'abord bien planifier les infrastructures ou du moins les partenaires impliqués, puis même à la limite construire des infrastructures qui sont résilientes. On parle de terrain de basket extérieur ou tennis. Il fait toujours une chaleur extrême sur ces terrains-là. Est-ce qu'on peut penser à une canopée plus grande au-dessus des terrains? Est-ce qu'il y a ce genre d'outils-là au Québec? Est-ce que, sinon, il y a peut-être un besoin pour ce genre d'outils-là? Et peut-être que M. Bernard, compte tenu de votre travail, vous êtes mieux outillé pour répondre à la question. Spécifiquement sur les infrastructures sportives, sur anticiper l'adaptation, à mon sens, non. Il faudrait regarder dans les travaux d'Ouranos, qui travaille beaucoup sur l'adaptation face aux enjeux climatiques, à l'activité physique. Je pense qu'il y avait, à ma connaissance, peut-être quelque chose sur la canopée, sur certaines pistes cyclables, avec des îlots de chaleur sur certaines pistes cyclables dans certains quartiers, ou sur des îlots de chaleur dans certains quartiers sans pistes cyclables, notamment le nord-nord-est de l'île. C'est de ce coin-là, mais il y a aussi les enjeux sur les terrains de soccer artificiels, qui sont des îlots qui multiplient, je pense, par 8 la température à ras du sol sur la réelle. Enfin, c'est démesuré. Donc, il y a ces enjeux d'adaptation-là qu'on devrait prendre en compte dans la subvention de nouvelles infrastructures sportives ou la réutilisation de nouvelles. Il y a leur adaptation, puis il y a leur coût énergétique. On n'en parle pas encore beaucoup ici. Certains pays scandinaves, en Europe, mais aussi en Amérique du Sud, sont en train de s'intéresser à l'empreinte énergétique des installations sportives face à l'augmentation démentielle du coût du gaz ou du pétrole. Et puis on fait actuellement dans certains pays des choix entre la santé, parce qu'on va diminuer l'activité physique des gens en fermant des piscines. Parce qu'une piscine, c'est énergivore, surtout une piscine construite dans les années 60. Donc il y a beaucoup d'enjeux, aussi bien en atténuation qu'en adaptation. Sur la question du verdissement aussi, ce qu'on entend des milieux municipaux, moi, je vais parler de ce que je connais, c'est-à-dire le développement de réseaux cyclables. Ce qu'on entend aussi, c'est la difficulté pour les municipalités à combiner des programmes de financement. Il y a des programmes de financement qui sont uniquement pour la réfection des routes, il y a des programmes de financement qui sont pour le transport actif, il y a des programmes de financement qui sont pour le verdissement, puis il y a des programmes de financement qui sont pour la gestion des eaux pluviales, par exemple.
C'est extrêmement complexe, ce que nous disent les gestionnaires municipaux, d'arriver à combiner toutes ces sources-là, d'avoir une reddition de comptes et de coûts qui saucissonnent ces sommes-là dans les différents... Puis même parfois l'interdiction de combiner certains de ces programmes de financement. Alors on sait que les meilleurs projets de réfection routière seraient ceux qui combineraient l'ensemble de ces dimensions-là, mais la façon même dont le financement est fait à la pièce vient vraiment mettre des bâtons dans les roues des gestionnaires de réseaux municipaux. Donc ça, c'est un des gros enjeux qu'on a, mais on en voit des projets exemplaires. L'avenue des Pins est en train d'être refaite, puis moi, j'ai vraiment hâte de voir ce à quoi ça va ressembler, parce que ça va allier vraiment des trottoirs beaucoup plus larges, avec des traverses qui vont vraiment favoriser les piétons. Vous savez, la slush, parce qu'on parle d'adaptation au changement climatique, là, la marche, la slush aux intersections, marcher à Montréal en hiver, c'est le calvaire. Mais encore une fois, on estime que c'est aux piétons de redescendre à hauteur de chaussée, de se tremper les pieds dans la slush pour traverser. Sur l'avenue des Pins, on va enfin avoir des intersections complètement surélevées où ce sont les autos qui vont embarquer à hauteur de piétons. Ce sont tous ces petits changements de paradigme. Où est-ce qu'on met le puisard pour que ce soit qui se fait arroser et qui subit tout ça? Il va y avoir aussi des fosses verdies avec énormément d'arbres. L'avenue des Pins va peut-être, bon, ce sera peut-être pas des pins, mais en tout cas, sera de nouveau arborée. Il y aura des pistes cyclables très larges du meilleur genre. Donc, ce genre de projet exemplaire-là, avec la gestion des eaux pluviales aussi, on voit de plus en plus de bassins et de parcs qui sont aménagés pour faire face aux pluies très, très intenses. Donc, il faut aussi qu'au niveau systémique, on facilite la tâche des gestionnaires qui veulent pouvoir mettre en place ce genre de projet exemplaire. Merci. On a encore quelques minutes pour d'autres questions. Merci à vous tous. Puis aussi, peut-être pour répondre un peu à ta question, je sais qu'il y a la Fondation du Canadien de l'enfance, justement avec les patinoires bleu, blanc, rouge, qui développe maintenant des patinoires avec un toit qui surplombe la patinoire. Puis ça permet d'augmenter environ de 50 journées de pratique par année. Parce qu'en fait, ce n'est pas nécessairement la chaleur, mais c'est les rayons de soleil qui vont réchauffer la glace. Et avec ça, ça permet d'augmenter la pratique. Mais c'est sûr qu'à Montréal, c'est difficile d'installer ça dans les parcs parce qu'il y a un enjeu au niveau de l'urbanisme. Mais ma question pour vous, en fait, c'est, on le sait tous, que il faut réagir. On voit que les dates par rapport, par exemple, au point de non-retour, on parle maintenant de 2030, de 2040, ça arrive tellement rapidement, puis les petits pas qu'on fait me semblent tellement minimes. Juste de retirer, par exemple, les bouteilles de plastique dans les arénas aurait été un combat qui se sont mis sur plusieurs années à la Ville de Montréal. Comment est-ce qu'on approche une organisation d'envergure pour qu'il y ait des démarches qui s'entreprennent dès maintenant? Est-ce que c'est avec des petits pas qui s'accumulent ou on vise tout de suite les gros changements? J'ai de la difficulté à savoir comment on s'aligne puis comment on modifie les pensées, en fait, parce que c'est ça qu'il faut faire. J'ai envie d'encourager les décideurs à avoir plus de courage. La population est rendue peut-être plus loin que ce qu'on le pense. Je vais vous prendre l'exemple, encore une fois, du vélo. Je ne parlerai que de ce que je connais. Mais on sait que le vélo au niveau municipal, par exemple, a été un enjeu très, très clivant lors de la dernière élection municipale. C'est vrai, ça a été vrai à Montréal, ça a été vrai dans plein d'autres communautés, c'est vrai quand on regarde à Paris, etc. Nous, ce qu'on a constaté, c'est que tous les politiciens qui avaient un agenda pro-transport actif et qui ont implanté très, très largement des réseaux cyclables, ils ont tous gagné leurs élections. Et je pense que les politiciens ont un peu tendance à voir toutes les difficultés, puis c'est sûr, ça fait jaser, ça crée de la résistance, etc. Mais ultimement, quand les citoyens ont la chance de vivre ces changements-là, ils voient ce qu'ils ont à y gagner comme qualité de vie, et puis ces gens-là sont reportés au pouvoir. Donc, j'aurais envie de dire, c'est plus le temps des petits pas, puis la ville a besoin de se transformer, elle a besoin de se transformer rapidement, et il faut avoir une vision forte. Et le bien public, c'est quand même très, très différent des intérêts individuels. Puis parfois, il faut piler sur certains intérêts individuels pour le bien collectif. Donc, ce serait ma réponse. Après, c'est toujours plus facile à dire qu'à faire. Mais... Je ne veux pas monopoliser la parole, n'hésitez pas à me couper. Ce qui est important aussi de savoir, c'est que
on a des représentations au Canada de grosses différences de perception des enjeux climatiques, notamment, par exemple, entre le Québec, il y aurait le Québec et la BC d'un côté, puis tous les États centraux de l'autre. Or, vous avez un chercheur à l'Université de Montréal qui fait des enquêtes d'opinion depuis plusieurs années avec exactement les mêmes questions aux États-Unis et puis au Canada. Quand on regarde un petit peu les envies, la volonté de bouger face aux enjeux climatiques, au Canada, entre guillemets, ceux qui ont envie le moins de bouger, c'est les Albertains. On le comprend pourquoi avec leur économie. Mais quand on compare sur leur envie de bouger et puis leur perception des enjeux climatiques par rapport aux États-Unis, en fait, ils ont le même niveau d'envie de bouger que les Californiens. C'est-à-dire que globalement, on pourrait penser qu'ils sont très climato-sceptiques et réfractaires comme les Texans, mais ce n'est pas du tout le cas. Donc il y a une place politique pour faire des changements à l'échelle fédérale ou à l'échelle québécoise. Mais encore une fois, il y a un lag entre la perception du grand public et puis aussi le niveau de formation des personnes qui sont les décideurs de maintenant, que ce soit dans le milieu du sport, dans le milieu politique. Amusez-vous à regarder les cursus des gens qui sont aujourd'hui au gouvernement ou aujourd'hui dans les ministères. Est-ce qu'ils ont été exposés à de la formation sur les enjeux climatiques? La réponse est dans 90% du cas, non. Si on regarde des initiatives qui sont faites, les conventions citoyennes qui ont été faites en Angleterre, en France, en Irlande aussi, si ma mémoire est bonne, sont des solutions pour faire jaillir les enjeux et puis des propositions auxquelles les gens adhèrent. Il y a aussi, par exemple, tous les médias publics anglais, français, puis je ne sais plus quel autre pays européen qui, ces dernières années, ont signé des chartes pour que chaque journaliste qui travaille dans ces médias-là suive une formation sur les enjeux climatiques. Il y a des initiatives qui ont été faites en France pour que, aux nouvelles législatives, donc par exemple, on pourrait imaginer que les prochains députés ici, au mois d'octobre, au mois de novembre, avant de rentrer pour la première fois dans la Chambre, une fois qu'ils ont été élus, ils ont accès à une formation diffusée par des universitaires sur les enjeux climatiques. Ça a été fait il n'y a pas longtemps au gouvernement français par une chercheuse du GIEC. Donc il y a un manque clair de formation chez les décideurs et ils ne se rendent pas compte des enjeux. Et peu importe le spectre de gauche à droite, il y a un manque clair de formation, puis un manque clair aussi de formation sur les enjeux climatiques chez les gens qui actuellement se forment au bac, à la maîtrise, dans les emplois, dans les DEC, dans les emplois techniques. La part des enjeux climatiques, elle est quasiment absente. Donc, entre guillemets, on est face à des enjeux démentiels. C'est peut-être le plus grand défi actuellement du XXIe siècle, ça l'est, et on n'est pas formé pour penser en systémique, juste pour comprendre les débats et comprendre la hauteur de la marche, un peu comme la diapo que je vous ai montrée au tout début sur le facteur 5 ou le facteur 9. Donc il y a un gros manque de formation des décideurs. Merci. Avons-nous d'autres questions? Donc, on a beaucoup parlé de la grande échelle, donc l'échelle politique. Souvent aussi, en termes de développement durable, on parle de l'échelle individuelle. Par contre, j'aimerais bien ramener à l'échelle moyenne, parce qu'on en a deux représentantes dans la salle, donc celle des organisations ou des fédérations. Je trouve que ce qui est intéressant quand on pense à l'avenir de ces sports-là ou l'avenir de l'activité physique, c'est que si on veut continuer à être actif dans des conditions climatiques, même de pollution et donc de respiration changeante, on va probablement devoir réinventer comment on pratique. Et ce qui est intéressant, c'est que les fédérations sportives, les équipes sportives, de ce que j'en comprends, sont là pour préserver la tradition, sont là pour préserver les règles, les normes, les conditions spécifiques dans lesquelles jouer, dont des conditions d'infrastructure. Est-ce que ça ne pourrait pas être l'opportunité, voire la responsabilité civique de ce niveau-là, de celui des équipes, des fédérations, que de réinventer leur sport afin de pouvoir le poursuivre d'une façon durable? Oui, c'est quelque chose que nous, à Tennis Montréal, on fait depuis longtemps. Alors, à chaque fois qu'on est en mesure de promouvoir notre sport, on le fait dans n'importe quel contexte. Je vais vous donner un exemple concret. Dans le cadre de la Plaza Saint-Hubert, il y a toujours cette fameuse longue fin de semaine. Et nous, on y va avec des filets de mini-tennis et puis on initie les gens entre deux bâtiments. On installe nos filets. Alors, on s'est toujours dit que le tennis, ce n'est pas nécessairement deux personnes sur un grand terrain, mais ça peut être dans le cadre de... peu importe. Et
l'infrastructure, oui, c'est la base, mais après ça, on est en train aussi de réfléchir sur comment pourrait-on faire des terrains de petits mini-tennis à petite échelle. N'importe où, là. À Montréal, il y a un terrain vague. On met des lignes, on voit des pianos maintenant, on voit des choses, mais nous, ce qu'on pense, c'est effectivement de placer dans des places qu'on n'aurait pas pensé, de faire effectivement des installations comme ça où il y a 2 raquettes, 4 raquettes qui sont là, des balles. Il ne faut pas qu'ils disparaissent, là, mais que les gens puissent passer puis jouer au mini-tennis. On peut penser aussi à des murs. Moi, ça fait très longtemps que je me fais demander pourquoi vous ne faites pas de mur à Montréal. Ben, il faut bâtir un mur, en tout cas un mur officiel de tennis, ça coûte très cher parce que, bon, il y a des pentes, il y a toute une structure qu'il faut faire, puis l'espace, encore une fois, elle est inexistante. Mais des murs sur n'importe quelle institution peut se faire en faisant ne serait-ce que des lignes, des triangles, des carrés, puis essayer de battre Federer sur le mur, ben, on fait de l'imagination. Alors, à un moment donné, c'est ce qu'on s'est dit, on pourrait installer ce genre de mur-là avec tout simplement une suggestion d'exercice, puis la personne peut aller jouer. Mais le tennis comme tel, avec 2 personnes sur un grand terrain, ben quand on va dans les écoles, c'est pas vrai, c'est dans les cours d'école. Quand on va dans les gymnases, dans le cours d'éducation physique, ben on a 26 enfants dans un gymnase. On réussit, après quelques cours, à faire une petite finale. Le tennis est démystifié avec le fait qu'avant, c'était des grandes raquettes, des balles régulières. Maintenant, on y va jusqu'à 3 ans avec le petit tennis dans le monde imaginaire où on amène l'enfant à jouer au tennis sans qu'il s'en aperçoive. Alors, tout ce qu'on a fait au niveau de mettre de l'équipement dans les mains d'un petit enfant jusqu'à la personne âgée qui joue maintenant peut-être un peu plus... et même les personnes qui étaient adeptes dans leur jeunesse, qui reviennent, vont jouer au mini-tennis. Pourquoi? Parce que justement, c'est facile, c'est une balle qui est moins lourde, le terrain est moins grand. Alors, toutes ces adaptations-là, on fait en sorte qu'on délaisse le tennis traditionnel et qu'on peut dire aux gens, ben, il y a une façon de jouer dans la rue avec les mini-filets. C'est ça aussi qui fait en sorte que les parents pouvaient acheter un mini-filet, jouer dans leur quartier, sur le trottoir, et ils pouvaient jouer. Alors, c'est quelque chose qui se fait depuis assez longtemps. Ça ne paraît pas, on n'en fait pas une grande annonce, mais ça l'a permis à des gens, et surtout à des jeunes, parce que c'est notre objectif. Plus on va les prendre jeunes, ben plus ils sont initiés à faire au moins un sport de plus. On ne repousse pas les autres, on ne dit pas cesse de jouer au soccer ou faire de la natation ou du vélo, mais le tennis fait partie aussi d'un sport que tu pourrais pratiquer, qui pourrait, à la rigueur, rien coûter. J'ai peut-être pas la réponse exacte à votre question. Tout ce que je peux dire vraiment, c'est que je reviens à l'aspect de nos partenaires. Donc, c'est sûr que si on s'associe à des organismes qui sont déjà impliqués à l'extérieur, nous, on joue seulement à l'auditorium de Verdun, mais on s'implique dans la communauté. Donc, si on peut s'associer à des organismes, par exemple, pour changer les filets des terrains de basket extérieurs parce qu'ils sont endommagés, ou vraiment essayer de voir quels terrains à Montréal sont déjà installés et voir comment on peut s'impliquer dans ces infrastructures-là, c'est sûr qu'on peut avoir un impact, mais malheureusement, je n'ai pas la réponse à votre question. Vraiment, il faut vraiment qu'on pousse notre réflexion à voir comment on peut impacter un peu plus la communauté. Merci. On est à 10 minutes de la fin de notre panel. Je ne sais pas si on prendrait une dernière question. OK, parfait. Ben, moi, je vais me permettre de conclure un petit peu. On a quand même passé 2 heures ensemble à parler d'un sujet inédit, là, puis on comprend qu'il faut le prendre à bras le corps. Moi, ce que je note, c'est qu'il y a une prise de conscience du milieu sportif, très clairement, une volonté d'agir. On l'a entendu aussi, il y a des outils, il y a des recherches sur lesquelles on peut s'appuyer, mais qu'il y a la nécessité d'avoir un accompagnement, une collaboration solide entre les différents partenaires à différents niveaux pour s'assurer que le changement soit vraiment systémique.
Et il va falloir faire preuve d'innovation pour s'assurer qu'on aille en profondeur dans ce changement-là et de faire en sorte que la pratique sportive et le milieu du sport puissent jouer le jeu efficacement de la lutte contre le changement climatique. Je vous remercie beaucoup, Monsieur Bernard, Madame Bebron, Madame Nobert et puis Madame Haibech, pour votre participation, d'avoir répondu présent aujourd'hui pour ce panel inédit. Je vous inviterai également à pouvoir revenir sur les différents webinaires qui se sont produits tout au long du mois de septembre dans le cadre de la campagne J'embarque. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une bonne fin de journée.